Alors, bienvenue sur cet événement de notre think tank NWAO sur les enjeux de l'intelligence artificielle, ce qu'on peut appeler l'homme augmenté, même si on va effleurer forcément un sujet si vaste ce soir. Avant de commencer la soirée, on voulait remercier très chaleureusement School Lab qui nous a accueillis. Et donc, JP va nous dire quelques mots sur cette entreprise qui nous accueille donc dans ses locaux ce soir. Et puis après, on commencera la soirée à proprement dit. Je t'en prie. Est-ce que tu peux donner un micro à notre cher ami? Merci beaucoup. Alors bonjour à tous, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent School Lab. Là je reconnais une tête, mais c'est parce que c'est un de nos résidents, c'est pour ça. Alors School Lab en fait, tel que là vous le connaissez aujourd'hui, c'est assez récent, ça fait environ 1 an et demi. Mais parce qu'on a notre propre lieu depuis 1 an et demi, mais School Lab ça existe depuis beaucoup plus longtemps que ça existe depuis 12-13 ans environ. C'est un des fondateurs qui, en revenant de Stanford, qui à l'époque était parti là-bas et en fait avait entendu parler pour la première fois de design thinking et des méthodes agiles de développement de projet. Donc il a eu vraiment un coup de cœur sur ces méthodes et donc il s'est dit tiens, pourquoi pas essayer de les ramener en France. Et donc tel un pionnier avec son bâton de pèlerin, il est venu, il a essayé d'apporter ces méthodes ici en France. Et donc le programme, en fait on n'entend pas très bien, j'ai l'impression. Si okay. Et donc le programme emblématique de School Lab, c'est le CPI, c'est-à-dire c'est la création d'un produit innovant. Et donc qui est bien entendu basé sur cette méthode-là, qui est en fait la pluralité des disciplines et qui apporte donc un plus quand on veut répondre à une problématique. Voilà. Et donc, pour donner un exemple concret, le CPI, c'est quoi? C'est faire plancher en fait trois étudiants de 3 profils différents sur une même problématique pour que chacun apporte sa vision, et une vision donc différente mais complémentaire sur cette problématique. Donc, par exemple, c'est plus que pour donner un exemple, mais c'est un étudiant en design, un étudiant en école de commerce et un ingénieur exactement, qui vont donc ensemble travailler sur ce même projet. Donc ensuite, par la suite, ce programme a fait de petits, comme le Bridge qui fait un lien avec l'université de Berkeley. Après, par la suite, on a aussi lancé notre programme d'accompagnement et d'accélération de start-up qui s'appelle Starter. Puis par la suite, il y a eu Reboot, c'est à peu près la même chose, mais pour des gens qui ont déjà eu une expérience dans le domaine entrepreneurial, souvent dans des grosses boîtes, et qui ont décidé d'arrêter pour eux lancer leur propre start-up. Donc voilà, donc fort de tous ces programmes-là, avant on était nous-mêmes résidents dans d'autres lieux tels que la Paillasse ou le Numa, et on a envie d'avoir eu notre propre lieu pour pouvoir créer notre propre écosystème. Et donc là je pense que ça va être plus intéressant pour vous si j'axe mon discours par rapport à l'événement de ce soir. Parce que School Lab, en fait, ce que nous on désire faire, en fait, c'est mettre des gens en relation, donc des gens qui ont des profils et des parcours et des expériences différentes. Ce qui veut dire qu'il était nécessaire d'avoir au sein d'un même lieu, donc par exemple les jeunes startups qu'on accompagne en bas, mais avoir aussi des startups qu'on peut qualifier de matures dans les étages. Et on accueille aussi les pôles innovation de grands groupes, tels que La Poste. Je vois qu'il y a un des résidents qui est là-bas. Bonjour. Enedis ou encore une partie de BNP, banque privée. Voilà. Et donc, en fait, ce qu'on essaie de faire ici, c'est de créer une émulation, de mettre tous ces gens en contact et d'essayer de faire en sorte que tous ces savoirs que chacun puisse apporter quelque chose à l'autre. Donc, je ne sais pas, après, si là-dessus, vous allez pouvoir embrayer et faire une jolie transition pour votre... Mais... Merci en tous les cas de nous accueillir. En tout cas, c'est dans le même état d'esprit. L'idée, c'est de modifier nos comportements de travail, de modifier nos comportements de vie et de les accompagner plutôt que de les subir. Donc vous êtes vraiment dans le même état d'esprit et c'est pour ça que ça matchait. Merci beaucoup JP. Je vous en prie. Alors, dans un tout premier temps, avant de commencer la soirée, on va faire une petite incartade avec un PowerPoint, même si j'aime pas ça habituellement. Vous êtes tous connectés déjà sur menti.com. Vous avez
c'est ce qui vous permet, pour ceux qui connaissent, d'interagir en direct à certaines questions. Voilà, la première question qui arrive est clairement, qu'est-ce que ça vous inspire, l'intelligence artificielle? Il y a 3 types de réponses. Vous trouvez ça génial, et là on est super content que vous soyez là ce soir. C'est une bonne techno, mais 3 petits points. Et je suis inquiet de ce que ça peut donner, l'intelligence artificielle. Donc votez en direct, comme ça on aura tout de suite une bonne idée de la tendance de la salle. Ça donne une petite lumière là-dessus. Est-ce que tout le monde est connecté? Tous en chœur. Ceux qui sont debout peuvent venir s'installer devant. Vous serez assis. Même Monsieur Briotet. Voilà, Monsieur Briotet, vous êtes chaleureusement invité à venir au premier rang, ça vous changera. Ça vote, ça vote. On est combien à peu près ce soir? Une cinquantaine? 59. Ok, il y en a plein qui trichent et qui jouent pas le jeu. J'aurai les noms à la fin de la séance. Je suis bloqué aussi, il demande que des chiffres. Alors, le code c'est 167002. Mais J'ai oublié une étape. c'est pas grave, hein. On l'a peut-être pas mis assez gros. Le sujet, c'est C'est l'intelligence artificielle. Vous avez le droit de jouer aussi, hein, vous trois. Trop compliqué. Trop compliqué? Tu représentes quoi, toi Moi, j'ai fait un vote technique. Voilà, c'est ça. Il aurait répondu. Oui, je suis inquiet, toi. Toi, t'es- Bon, ça nous donne déjà une petite tendance. Donc vous n'êtes pas très inquiet globalement. Non. Mais vous avez des questionnements, manifestement. Alors on va passer à la deuxième question. L'intelligence artificielle, l'IA, c'est pour vous, qu'est-ce que c'est? C'est un nuage de mots, donc je vous propose de mettre un mot. Je crois qu'on peut en mettre un ou deux. On a 3. Voilà. Donc ce qui va vous permettre d'inonder l'écran de vos pensées. Vous vous rendez compte un petit peu? Alors rassurez-vous, c'est une pensée collective, donc on verra moins vos défaillances. Ah, ça commence. Intéressant quand même. Transformation, opportunité, moyens, algorithme, enjeu, concept, soutien, futur, machine, moyen, recherche, apprenante, transformation, opportunité. Ah, il doit revenir plusieurs fois, hein, celui-là. Le futur. Voilà, là, ça devient trop compliqué à lire. Futur, c'est future machine, automatisation. Outil. Voilà, ça vous donne une bonne idée de ce que ça peut donner. Et puis, donc là, on va laisser encore 3 minutes. Vous voyez, il y a pas mal de mots qui reviennent. Ce qui est intéressant, c'est ce qui ressort. Donc, opportunité, futur, automatisation, machine. On va passer à la 3e question. Dans le monde du travail, l'intelligence artificielle, puisque c'est ce qui nous concerne aujourd'hui ici, c'est un danger pour l'emploi, avant tout. C'est une opportunité de créer des emplois, pour certains. Un équivalent de la révolution industrielle du XVIIIe siècle. Un monde robotisé, déshumanisé, ou une technologie au service de l'homme. Alors, il y en a qui se bagarrent avec la technologie, mais vous ne pouvez pas les laisser comme ça, quand même. Voilà, faut que vous vous manifestiez, si vous ne pensez pas exactement la même chose. Un danger pour l'emploi. On a quand même une salle assez optimiste. Hein. Il n'y a qu'une réponse. Je crois qu'il n'y a qu'une réponse à chaque fois, oui. Bon, on a déjà une bonne idée là-dessus. Alors, de l'humeur de la salle, ça nous donne pas mal d'éléments là-dessus. Alors,
Le think tank NOAO, on revient sur 2-3 éléments. Dominique, qui avec Isabelle et moi sommes fondateurs de ce think tank il y a déjà quelques temps maintenant, va vous dire quelques mots. Et puis je compléterai derrière pour que vous ayez un petit peu l'idée de quelle est la démarche, quelle est l'envie, l'intention derrière ce travail qu'on a commencé il y a déjà 1 ou 2 ans, je ne sais même plus dire, ça fait tellement longtemps. Le bout du monde. Le bout du monde. Je t'en prie, David. Bon, bonsoir, merci à tous d'être là et merci merci particulièrement à ceux. Ça fait un drôle de bruit, non? Merci particulièrement à ceux qui nous sont fidèles et que je vois depuis tous nos événements être là. Et merci particulièrement aussi à ceux qu'on voit pour la première fois et qu'on espère revoir prochainement. Alors, on se réunit comme ça tous les 2 mois depuis le début de l'année. Ça sera la dernière fois cette année. On a déjà prévu de continuer l'année prochaine au même rythme. Et l'idée de départ, ça a été en fait des rencontres informelles entre des gens qui se connaissaient et qui étaient des professionnels qui intervenaient sur les évolutions du travail de manière différente, soit dans l'aménagement, soit dans le digital working, soit dans l'immobilier, soit dans les ressources humaines, soit dans l'accompagnement, le coaching, etc. En se disant que souvent dans les entreprises, c'est ce sujet global d'évolution du travail, New Ways of Working, NOW, était abordé parce que les organigrammes veulent ça, était abordé par une entité qui souvent donnait son prisme et son impact à la manière d'aborder les choses. Donc parfois l'immobilier, parfois l'informatique, parfois le management, parfois un concept global d'évolution de l'entreprise, et que ça valait la peine de réunir tous les gens appartenant à ces différents environnements pour parler librement ensemble, parce que parfois dans l'entreprise, parce qu'on est pris dans notre rôle, on est en situation, on fait le job, on a un langage convenu, ou alors on est dans des positionnements un peu plus éloignés, universitaires, syndicalistes, etc. Puis on a aussi un langage convenu, tout va bien, tout va mal, et que les choses sont un peu plus compliquées que ça. Et puis au fur et à mesure, on a élargi le groupe en proposant ces événements, en écrivant un certain nombre de documents sur le management intergénérationnel. On a un projet de livre blanc sur le flex office qui va être fait avant la fin du premier semestre 2018, et puis des occasions de travailler ensemble. Alors, on a fait ça beaucoup artisanalement, à la force du poignet, et on a envie, grâce à vous, grâce à votre présence fidèle, de se dire maintenant le moment est venu de mieux se structurer et de mieux organiser pour que ça dépende un petit peu moins de quelques individus avec leur capacité limitée, leur disponibilité évolutive, etc. Donc on est en train de formaliser la mise en place d'un secrétariat qui est la répartition des rôles d'un point de vue administratif et technique, webmaster, community manager, le courrier, l'organisation des événements, merci Justine, merci Nadine, etc., etc. Un comité de contenu pour réunir tous ceux d'entre nous qui veulent participer à l'élaboration de textes, de documents sur des sujets qui ont trait à un aspect ou l'autre des évolutions de travail. Et évidemment, ce livre blanc du Flex Office dont je parlais, mais intergénérationnel, mais il y a énormément d'autres choses. On en a bavardé les uns et les autres à différentes reprises, dont avant cette réunion. Ceux d'entre vous qui ont envie de rentrer là-dedans pour participer au contenu, vous êtes évidemment les bienvenus. Et puis, on se dit aussi, et là je m'adresse plutôt aux fidèles, ceux qui en sont déjà accrochés, alors on va en citer quelques-uns. Allez, je vois des gens d'Orange, je vois des gens d'Engie, je vois des gens de BNP Paribas, je vu du Bouygues Télécom, il y a du L'Oréal, etc. Bon, on se dit, voilà, vous n'êtes pas forcément celui dans l'entreprise qui peut signer le chèque pour le dernier point que j'aborderai, c'est faire des sponsoring, mais peut-être que vous pouvez être
un espèce d'ambassadeur dans votre entreprise de NOAO et du think tank en disant bon, je vais faire circuler les informations, je vais inviter des collègues à venir, je vais vous mettre en contact les uns avec les autres, etc. Donc n'hésitez pas aussi, si vous dites oui, je peux être l'ambassadeur NOAO chez Orange, c'est Olivier Potier, chez mais pareil, Pascal ou quelqu'un d'autre, ils sont tout pleins, etc. N'hésitez pas à vous manifester, on a vraiment besoin de ça, parce qu'on va effectivement, en matière d'organisation logistique, une dizaine de personnes. En création de contenu, on a déjà entre 10 et 15 personnes. Et si en plus on a des ambassadeurs dans les entreprises, on ajoutera une réalité augmentée, excusez-moi du jeu de mots, par rapport à l'existant. D'autant plus que, on le voit avec les 55 personnes présentes ce soir, avec notre newsletter du lundi midi, là, qui est pas mal regardé, qui a un réel impact de ce que nous faisons. Qui est plus une revue de littérature de ce qui se passe qu'une newsletter. On a déjà du contenu régulièrement, des gens parmi vous et d'autres éditorialistes qui écrivent des articles pour nous. Donc il y a des articles originaux et il y a une revue de littérature sur justement tous ces sujets-là qui paraît toutes les semaines, que vous avez soit par email, soit via Facebook, soit via LinkedIn. Et donc il y a déjà une mise en action de tout ça. C'est-à-dire qu'on est là, on n'est pas là que pour fabriquer des choses, on est là aussi pour aller chercher ce qui se fait ailleurs, voir ceux qui ont probablement un temps d'avance sur les autres, que ce soit à l'étranger ou en France. Et il y a déjà cette dynamique-là. Ce qui est vraiment important, sur lequel on pourrait revenir, ce sont les valeurs qui sont portées par ce think tank. Ce sont des valeurs qui sont importantes pour nous, parce que tous les intervenants que vous avez vus jusque-là, il faut qu'ils passent dans ce filtre des valeurs. C'est-à-dire que s'ils ne sont pas dedans, bon, c'est pas grave, ils peuvent être très pointus dans leur domaine, mais ils ne discuteront pas chez nous. Parce que c'est important pour nous qu'on soit toujours cadré sur ces valeurs-là. Les valeurs, elles sont en premier lieu l'optimisme, c'est-à-dire que cette positivité, ce n'est pas une simple attitude. Vous voyez, c'est assez flagrant quand on voit un petit icebreaker comme ça, avec plutôt une vision positive des choses. C'est une vraie posture, c'est une philosophie de vie. La deuxième valeur, c'est l'humanisme, c'est-à-dire qu'on a décidé qu'on voulait être acteur de ce changement qui est en train de se passer sur les environnements de travail et finalement les environnements de vie, et pas simple spectateur. Et donc avec cet objectif d'être vigilant pour que l'homme soit au cœur de ce système-là. L'humain, pas seulement l'homme, mais aussi son environnement, la nature, voilà, que ce soit quelque chose d'intelligent. Et la troisième valeur qui nous porte ici, c'est une forme d'audace. Alors l'audace dans les environnements de travail, heureusement on a un peu dépassé le cadre du baby-foot, ce qui est même plus de l'audace aujourd'hui. Mais c'est est-ce qu'on peut avoir un autre point de vue sur un certain nombre de sujets. Par exemple, c'est l'exemple typique de ce soir, on n'a pas que des experts de l'intelligence artificielle, on a des personnages qui sont dans la vie active, qui sont au cœur de cette transformation et de ce changement, et qui vont nous donner leur point de vue, qui n'a pas vocation à être consensuel, qui a vocation à être celui qui leur ressort de leur expérience, et si possible, pas forcément ce qu'on entend et ce qu'on lit partout. Voilà, ça, c'est vraiment notre cheval de bataille. Après, il y a d'autres enjeux, donc vous avez compris qu'on essayait de passer à une vitesse supérieure pour l'année prochaine. Donc il y a des projets. Donc Dominique, tu peux en reparler 2 secondes sur certains projets. Écoutez, on a déjà la poursuite de ces événements bimestriels. Hein. On a déjà planifié un certain nombre. On a eu la chance, on en a déjà parlé dans un afterwork précédent, d'avoir lié un partenariat et un accord avec The Village, site de référence du télétravail, qu'on va continuer à formaliser, un accord qui va déboucher sur des actions communes plus importantes. On a également, je pense qu'ils sont représentés dans la salle, ça doit être le cas, la fabrique Spinoza, qui est le think tank du bonheur citoyen, avec lequel on a aussi des liens de proximité importants. Et le projet commun sur le livre blanc du Flex Office. Complètement, le livre blanc devrait être co-brandé entre NOAO et la fabrique Spinoza. Je pense que la fabrique Spinoza, vous connaissez pas forcément tous, hein, c'est un acteur important
sur le terrain du développement personnel, du bien-être, de la conformité, d'être aligné avec soi-même, comme dirait Emmanuel. Et évidemment, dans tout ça, il y a une brique qualité de vie au travail ou bonheur au travail, dont il est apparu par nos échanges que nous pouvions contribuer à la porter. Et donc, ce n'est pas un accord basé sur rien, c'est un accord basé sur cette convergence de vues, comme le disait Emmanuel, parce qu'on a on a cette évidence pour nous que c'est l'humain et pas le process qui est au milieu. Et puis on a l'ambition de faire aussi un développement géographique. Grâce à notre ami Frédéric Angelot, qui est le patron d'Easy Life et qui est assis quelque part, quoique je ne le vois plus, il est là. Et qui est un Lyonnais, et merci de faire le déplacement. On a parlé plusieurs fois et encore il y a quelques heures à peine de délocaliser une antenne NOAO sur la région lyonnaise. On a aussi une hypothèse un peu plus lointaine sur Bordeaux, une aussi un petit peu plus lointaine sur Montpellier, mais ce sont des projets qui sont dans nos têtes avec des relations très intéressées par le sujet pour les porter là-bas. Il y a une antenne également qui est très active à Aix-en-Provence, qui est une antenne de la Fabrique Spinoza qui s'appelle ELAB, dont Isabelle Nicolin, qui est l'autre cofondatrice, s'occupe avec d'autres personnes. Donc il y a quelque chose de très actif et au niveau national, le but n'est pas du tout de faire du parisianisme, bien au contraire. Alors, on va se lancer un petit peu dans la soirée. On a 3 intervenants qui vont évidemment se présenter à tour de rôle et qui incarnent chacun une vision très particulière de l'intelligence artificielle, ou en tous les cas des conséquences que ça peut avoir sur le monde du travail. Alors, le premier d'entre eux, Marc, va se présenter un petit peu à vous. Alors, lui, il est start-upper, si on peut dire, il paraît que ça s'appelle comme ça. Un jeune start-upper, oui, absolument. Jeune, la start-up est jeune. Absolument. C'est ça, voilà. Merci. Et qui intervient avec une vision particulière, puisqu'il a passé toute sa carrière justement à gérer le travail sur les relations clientèle, de mémoire. Relations clients et beaucoup de travail sur les centres de contact, qui sont un endroit où effectivement on s'occupe des clients, on oublie parfois souvent de s'occuper des gens qui s'occupent des clients. Et je réexpliquerai ça, mais effectivement... pas mal de background. Et ce qui va nous intéresser, et la raison pour laquelle Marc intervient en premier, c'est qu'il va nous faire une espèce de petit flash pédagogique sur ce que l'on peut entendre par intelligence artificielle, parce que c'est quand même un gros mot, et on a bien envie de savoir ce que ça cache, cette histoire-là. Et puis après, tu nous donneras, si tu le veux bien, et uniquement si tu le veux bien, ta vision un peu spécifique des interactions de l'intelligence artificielle avec le monde du travail, globalement. Je t'en prie. Donc bonsoir à tous, Marc Pezat, effectivement, je suis le refondateur d'une start-up qui s'appelle Cognitive Matchbox, qui travaille essentiellement autour de la relation client, mais aussi de plus en plus autour des ressources humaines. Ce n'était pas du tout dans le plan initial, mais en fait, notre objectif, c'est de faire du matching, donc entre des êtres humains, en particulier autour de la relation client. Donc quand vous appelez un call center, de trouver la personne de l'autre côté, qui va vous répondre le mieux possible. Alors évidemment, on a envie que cette réponse elle soit pertinente. Hein. Vous appelez un call center, c'est pour avoir une information. Mais nous, ce qu'on fait, c'est qu'on se dit que si en plus les deux personnalités matchent bien, c'est encore mieux. C'est-à-dire qu'il va y avoir une conversation qui va être plus naturelle. Et du coup, on va gagner aussi de l'efficacité, parce que quand on se comprend bien, en général, on avance beaucoup plus vite. Mais surtout, ça va être beaucoup plus agréable. Donc on va réhumaniser la relation client en se préoccupant de savoir qui se parle des deux côtés du téléphone. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en étant sur ce cœur de sujet, aujourd'hui, c'est la RH qui nous aspire sur plutôt ce qu'on appellerait du job matching. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que la personnalité, c'est aussi intéressant quand on fait du recrutement. Alors évidemment, le cœur de sujet, c'est les compétences. Je pense qu'on aura l'occasion d'échanger sur le sujet. Mais nous, ce qu'on nous demande aujourd'hui, c'est de savoir est-ce que les personnalités vont matcher entre d'un côté un salarié, un candidat, et de l'autre côté son patron peut-être, son équipe, l'entreprise, les valeurs de l'entreprise. Donc on est en train de s'étendre sur tous ces domaines. J'attaque directement sur l'intelligence artificielle, cher Emmanuel, ou je veux bien, j'aime autant. Bon, c'est parti, asseyez-vous bien, vous êtes tous bien installés, vous allez avoir votre premier cours d'intelligence artificielle.
Définir l'intelligence artificielle en 2 minutes, c'est effectivement un peu compliqué. C'est à peu près ce que je t'ai demandé, n'est-ce pas? Oui, c'est ça, et c'est un vrai challenge. La première chose, c'est de dire que finalement, l'intelligence artificielle, c'est un peu un abus de langage. Ce qu'il faudrait plutôt dire, c'est de l'informatique cognitive, c'est-à-dire des systèmes informatiques qui vont un petit peu s'essayer à la cognition. Alors c'est quoi la cognition? C'est ce que nous on fait là tout le temps naturellement, ce que fait notre cerveau, c'est réfléchir, poser des questions, apprendre, manipuler le langage, manipuler des concepts, découvrir des choses et puis surtout répondre à des questions auxquelles on n'avait pas la réponse un petit peu avant. Ça c'est la cognition. Alors pour bien définir ce qu'est l'intelligence artificielle, définissons ce que n'est pas l'intelligence artificielle. Et c'est là où je vais vous donner votre premier cours de codage informatique. 90% du code informatique est fait d'un verbe, en fait, d'une fonction qui s'appelle if, then, else. Ceux qui ont fait du codage voient bien de quoi je parle, même un tout petit peu de codage. If, then, else. C'est-à-dire que, en fait, un système informatique, globalement, il pose une condition et il se demande ce qu'il va faire, si c'est oui ou si c'est non. Alors, basiquement, prenons un exemple. S'il pleut, je prends mon parapluie. Okay, donc s'il pleut, je prends mon parapluie, sinon, je ne le fais pas. If, then, else. Et ça représente 90% de l'informatique aujourd'hui. Alors jusque-là, le problème, il est simple. S'il pleut, je prends mon parapluie. C'est une question qu'on se pose tous les jours. Maintenant, quand vous demandez ça à un système informatique, imaginez, vous demandez à votre téléphone, est-ce que je prends mon parapluie? Donc vous allez lui dire, il pleut. Il va vous répondre, prends ton parapluie. Bon, si vous lui dites, il pleut des cordes, là, il va se poser la question, qu'est-ce que les cordes viennent faire dans cette histoire? Mais on a pu éventuellement lui apprendre le truc. Si vous parlez un mauvais français fait de plein d'anglais, comme de plus en plus on le parle, vous allez dire il pleut des chats et des chiens, parce que c'est ce qu'on dit en anglais. Et là, votre système, il est paumé, vous êtes sûr qu'il ne vous répondra pas de prendre votre parapluie. Ça, c'est ce qu'on appelle de l'informatique classique. Et on voit bien la limitation, et en particulier, on voit bien tout de suite une des grosses limitations qui est le langage, la compréhension du langage. Dès que je sors d'un langage ultra codifié, je suis perdu. Alors, ensuite, si on va un petit peu plus loin, les plus anciens d'entre nous ont peut-être travaillé avec ce qu'on appelait des systèmes experts. Un système expert, c'était des systèmes qu'on faisait, on disait, par exemple, imaginez que tous dans la salle, vous êtes des spécialistes de la plomberie. Vous êtes tous des super plombiers. Et à nous tous, on va faire un système expert en plomberie. Donc on va se réunir, on va discuter, on va dire quelles sont les questions qu'on se pose en plomberie. Donc on va balayer toutes les questions, on va amener toutes les réponses. Et là on fait un système qui est ultra expert en plomberie. Ce système il répondra à plein de questions pour peu qu'on y ait pensé avant. Par contre vous lui posez une question à laquelle aucun d'entre nous n'avait pensé, le système est juste planté. Et c'est là où la cognition intervient. Et c'est là où on sort de l'informatique classique pour aller vers l'intelligence artificielle. L'idée d'un système d'intelligence artificielle, c'est qu'il est capable de répondre à une question à laquelle on ne lui avait pas donné la réponse. C'est-à-dire qu'il va y avoir un mécanisme de cognition, il va raisonner par analogie, il va aller chercher des historiques, il va essayer de comprendre le langage, et là, il va vous amener une nouvelle réponse. C'est intéressant, et sur la notion de peur vis-à-vis de l'intelligence artificielle, souvent, moi, quand je suis en présentation de mes solutions, les gens ils me demandent, donc vos algorithmes, ils vont faire du matching, etc., et quelles sont les données qu'ils vont utiliser. Et là, je peux amener deux réponses, une réponse honnête, une réponse de commercial. Ce qui ne veut pas dire que les commerciaux sont malhonnêtes, c'est pas ce que je dis. La réponse de commercial, ça serait de donner des éléments de réponse pour rassurer la personne en face. Mais ça ne serait pas honnête parce que la vraie réponse, c'est que j'en sais fichtrement rien. Sinon, ça voudrait dire que je suis plus intelligent que mon algorithme. Et là, ça deviendrait inquiétant. Ce qui va se passer, c'est que je vais installer mes algorithmes que eux vont apprendre et que eux vont amener des réponses que moi, je n'ai pas aujourd'hui. Et cette question, on me la pose assez systématiquement et elle illustre une des problématiques fortes. C'est-à-dire que, en fait, si je dis mon algo est plus intelligent que moi, je dis quelque part à la personne en face de moi que nous autres êtres humains sommes moins intelligents que l'algo qu'on va installer parce qu'en fait j'amène une fonctionnalité à quelqu'un qui ne l'a pas. Autrement dit, l'algo que je vais installer est plus intelligent que mon interlocuteur et est plus intelligent que moi. Et c'est là où ça devient délicat et c'est là où je risque de perdre ma vente et j'essaie de trouver des moyens d'expliquer ça différemment. Mais voilà, ça illustre bien cette problématique majeure autour de l'intelligence artificielle. Et pour conclure, si on doit vraiment définir ce qu'est l'intelligence artificielle, c'est ça. C'est-à-dire c'est une informatique, c'est des algorithmes qui sont capables de répondre à une question à laquelle on ne l'avait pas préparée et surtout dont nous, programmeurs, n'avons pas la réponse.
Et alors, ta vision particulière, merci pour cette présentation, c'est déjà un petit peu plus clair, ta vision particulière de l'interaction entre l'intelligence artificielle telle que tu nous l'as présentée, parce que finalement, on a l'impression que ça, c'est une histoire de programmeurs, cette histoire. Et en quoi est-ce que ça va, à ton avis, révolutionner le monde du travail, par exemple, et plus généralement notre système de vie? Il y a plusieurs aspects. À partir du moment où je considère qu'un algorithme est plus intelligent que moi, je vais lui sous-traiter un certain nombre de décisions. Ça, je veux dire, moi je pourrais décider, mais mon algo est plus intelligent, et puis je l'ai créé pour qu'il décide, c'est pour ça qu'on me paye. Donc l'impact très fort, le premier impact pour moi, c'est la perte de décision de l'être humain tel qu'il est positionné dans son organisation. J'ai une anecdote avec une banque, on l'a cité tout à l'heure, donc à qui j'ai présenté cette solution il y a assez longtemps, sur la partie call center. Et donc, j'ai expliqué effectivement qu'on allait faire le matching entre le client et l'agent sur le call center. Et là, j'ai eu une réaction horrifiée, mais on va quand même pas licencier tous nos superviseurs. Comment vous dire? Oui, si, vous allez le faire, pour presque tous, mais c'est le sens de l'histoire. Mais vous, chère banque, vous passez votre temps à remplacer des guichetiers par des robots. Vous savez, les trucs dans lesquels on met nos cartes pour avoir de l'argent, c'est un robot. Alors, c'est pas très très intelligent, mais c'est un robot. Donc, d'un côté, il y a le sens de l'histoire qui consiste à remplacer des gens par des machines, et ça, c'est pas nouveau. Mais quand il s'agit de dire que c'est de l'intelligence, donc dire que des prises de décision vont sortir du cadre humain pour aller vers la machine, là, effectivement, pour moi, c'est le premier impact, la première peur qui est générée, c'est de se dire, c'est plus nous qui décidons, c'est les machines, avec tous les fantasmes, évidemment, qu'il peut y avoir derrière. Et ça, effectivement, sur ce sujet-là, on en parlera à la troisième intervention avec Géraldine. Mais on ne va pas déflorer le sujet tout de suite. Il y a une idée de la peur, ça c'est ce que tu as exprimé. Mais comme tu l'as bien compris, notre think tank, on essaye de voir les choses positivement. Alors, comment est-ce que ça peut positivement modifier nos façons de travailler, cette intelligence artificielle, selon toi? Alors, si on prend la même problématique, mais avec une approche positive, et c'est ce que nous, on essaye de faire au quotidien, l'idée, c'est de se dire que si ces décisions-là, elles sont sous-traitées à des robots, à des intelligences artificielles, réfléchissons à qu'est-ce qui reste à l'humain. Et là, on commence à voir la valeur de l'humain. Déjà, la première étape, c'est de se dire l'intelligence artificielle peut être au service de l'humain, quand par exemple, c'est ce qu'on essaye de faire au quotidien, on dit que ce qu'on cherche, c'est une meilleure relation entre un client et un agent sur un call center. Donc là, on parle bien de deux êtres humains dont on veut qu'ils puissent communiquer de la bonne manière. Donc là, je mets l'intelligence artificielle au service de l'humain. Donc là, j'essaye d'apporter quelque chose de positif. Mais c'est surtout le fait que l'automatisation, elle va permettre aux humains après de se concentrer sur des choses un peu plus intéressantes. C'est vraiment l'objectif. Alors, après, il y a l'émotivité, il y a tout ce qui est typiquement purement humain et qui n'est pas machine, mais qui interfère avec la cognition, avec le raisonnement. Et là, typiquement, on a encore une bonne longueur d'avance sur l'intelligence artificielle parce qu'on n'a pas encore réussi à recréer l'émotion. Mais on bosse dessus, pas moi, mais... On a encore une bonne longueur d'avance. Oui, mais pas pour très longtemps. D'accord. Nos robots seront de plus en plus intelligents. Aujourd'hui, ça se mesure, il ne se passe plus grand-chose en termes de progrès sur l'intelligence elle-même, mais le prochain gros gap en termes de progrès, c'est quand on va mettre de l'émotion. Là, ça va devenir rigolo. D'accord, ou pas. Voilà. Bon, merci pour cette présentation. Évidemment, après ces trois présentations, chacun pourra poser des questions et j'essaierai de distribuer la parole le plus possible à nos intervenants pour qu'on puisse affiner sur certains sujets, parce que là, déjà, j'ai l'impression qu'il y a un certain nombre de questions qui commencent à émerger pour Marc. Alors, notre deuxième interlocuteur, c'est Olaf. Alors, c'est un petit peu... Bonjour. Bonjour. qui a cette caractéristique d'être consultant. Il accompagne les entreprises dans la valorisation de l'individu. Il est également auteur d'un livre qui s'appelle Valeurs et Management. Tu nous expliqueras le S, qu'est-ce qui vient faire ça, puisque tu parles d'intégration de valeurs. C'est ça en fait ton propos. Et donc ce qui va nous intéresser, c'est comment tu accompagnes ces gens pour
pour les valoriser sur ce que la machine ne peut pas faire précisément, si je comprends bien. Bah, c'est une question que je me pose. Donc, si quelqu'un a la réponse, peut-être mon voisin. Je vais mettre debout parce que sinon, je ne vous vois pas. Si ça vous embête pas. Je suis mieux. Hein? C'est mieux? Ok. Eye contact, genre. Ça, les intelligences artificielles, bon. Ils ne savent pas faire. Hein. Ah ouais, je sais pas, mais c'est pas de ça dont je voulais parler. Ouais, je crois bien. Maintenant, moi, je travaille sur un sujet que je ne sais pas comment une intelligence artificielle pourrait le traiter. Donc, c'est ma vraie question, c'est est-ce que vous croyez que c'est possible? J'appelle ça de la création de valeur, avec ou sans S. Pour illustrer ça, alors je vais embêter Emmanuel parce que j'ai changé d'exemple. J'en ai un autre qui me va mieux. Le meilleur exemple que j'ai vu de création de valeur avec et sans S, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est dans le livre de Saint-Exupéry, Le Petit Prince. Non, mais on a des références. Ah, c'est pas prévu. Ici, hein, C'est pas d'accord. prévu. C'est un livre pour enfants, hein, tout le monde sait. Hein. En fait, non. Et il y a un truc qui m'a frappé, peut-être vous me direz. Dans le début du Petit Prince, il y a l'aviateur qui est en train de réparer son truc, et le Petit Prince, il arrive et dit « S'il te plaît, dessine-moi un mouton ». C'est un client qui vient voir un fournisseur, genre. Enfin, c'est quand même plus poétique que ça. Et l'aviateur, il est embêté parce qu'il ne sait pas dessiner les moutons. Il sait dessiner les bois ouverts ou fermés. Mais bon. Et il essaye. Et puis il fait 2-3 essais. Et puis le Petit Prince, il dit non, on dirait une chèvre. Ça va pas du tout. Et tout d'un coup, Syntex, puisque c'est lui l'aviateur, il a une intuition, un espèce de trait de génie. Enfin, moi, je trouve ça génial. Il dessine une boîte. Et il donne le dessin de la boîte au Petit Prince. Il dit, tiens, voilà le dessin de la boîte, ton mouton est dedans. Et le Petit Prince regarde le dessin et il dit, hey, il est exactement comme je voulais. Regarde, il s'est endormi. Comment il a fait? D'où ça vient? Tu l'as appris par cœur. Le livre. Mais oui, mais je leur dis... Mais allez le relire, c'est exactement ces termes-là. Et en fait, il a eu une espèce d'intuition de dingue. Il a disrupté le mouton. Il a dit, nanana, t'as pas besoin d'un mouton, tiens, voilà une boîte. Donc, il répond pas à la demande de son client, qui pourtant lui avait dit, attends, dessine-moi un mouton, s'il te plaît. Déjà, pas tous les jours. Hein? Il répond pas à la demande. Il met infiniment moins de ressources, puisque les boîtes, c'est facile à dessiner. Et son client est enchanté. Hein, le truc de dingue, quoi. En fait, derrière, il y a un raisonnement qui est intuitif dans le bouquin, mais allez le relire, on a la réponse dans le bouquin. On comprend quel est le raisonnement. Il se trouve que moi, depuis 20 ans, j'ai appris à mobiliser des outils pour générer ce raisonnement-là. Avec des gens qui demandent un mouton et qu'on leur dirait que est-ce qu'on pourrait pas lui filer une boîte à la place? Le raisonnement, il est hyper simple, il tient en 2 questions et un principe. La première question, c'est à quoi ça sert un mouton? Et qu'est-ce qui suffit pour répondre à quoi il sert? Et le principe, donc les 2 questions, et puis un principe, c'est on va poser la question à celui qui connaît la réponse. Pas con ça. Hein? Pas con. Bah, j'en vis depuis 20 ans. Et je peux vous dire que c'est dingue. On n'a pas le réflexe de poser la question à quoi ça sert. Et les gens qui en posent la question, c'est en général pas celui qui sait. Et quand c'est celui qui sait, il a un mal infini à répondre correctement. Mais les programmateurs, eux, ils posent cette question à quoi ça sert. Si seulement. Alors fais gaffe, parce que... Alors, ce qui est très intéressant, c'est que pour moi, aujourd'hui, dans ce que je sais, ce raisonnement qui permet de filer la boîte au lieu de filer le mouton, ou le dessin de la boîte au lieu du mouton, je ne sais pas comment on peut le reproduire par l'intelligence artificielle. Parce que le seul qui connaît le vrai besoin, c'est la personne qui est en face, c'est le Petit Prince. Et le besoin du Petit Prince, comment on fait pour le retrouver dans les données passées? Ah ben vas-y. Hein.
Parce que les besoins, ça bouge, et les besoins, c'est demain. Donc toi, ce que tu dis, c'est que l'intelligence artificielle, elle nous oriente vers une gestion de ce qui est passé, ce qu'on sait déjà. Si elle travaille sur des données, même en temps réel, elle ne travaille que sur du passé cristallisé, formalisé. Sinon, alors, si j'ai bien compris ce qui se passe dans ces machines-là, elles vont chercher dans le passé des mécanismes d'inférence et faire de l'analyse prédictive à partir du passé sur le futur. C'est pas con, hein? Enfin, ça doit marcher dans plein de cas. Mais il y a plein de cas où ça ne fonctionne pas. On prend un autre exemple. Ma fille vient me demander des chaussures 35 roses, hein, en taille 35 rose parce qu'elle a 12 ans, et elle chose du 35. Peut-être qu'une intelligence artificielle va me trouver le bon truc qui va bien sur Zalando et me proposer 3 modèles et on va choisir. Pas de pub. Hein. Bon, c'est parce que ça m'est passé dans la tête. Maintenant, si dans un an, ma fille a à nouveau besoin de nouvelles chaussures, peut-être qu'il y a un moteur d'inférence qui va imaginer que les chaussures roses, elles ont fini leur vie et que c'est le moment de proposer un truc. Peut-être, si elle est vachement futée, qu'elle va dire, elle avait cet âge-là, elle chaussait du 35, elle chausse plus du 35, elle chausse du 36. Elle avait un genre de look, je vais proposer le même genre de look de chaussures roses en 36. Sauf que ma fille, le rose, oh mais non, mais allô quoi. Depuis le temps, le rose, c'est plus du tout à la mode. Alors, est-ce qu'on va aller trouver le truc qui va bien? J'en sais rien. Et est-ce qu'elle a vraiment besoin de chaussures? Ben, on ne peut pas savoir. Il va falloir lui demander. C'est-à-dire que le seul moyen pour connaître le vrai besoin de quelqu'un, c'est d'aller lui demander et de l'aider à exprimer de quoi il a besoin. Dans le bouquin du Petit Prince, je vous explique d'où ça vient. Si vous connaissez l'histoire, vous pourrez le relire. À quoi sert le mouton? On l'apprend plus tard dans le bouquin, c'est que le Petit Prince, il vit dans l'astéroïde, là-haut, et il y a un problème sur son astéroïde, c'est qu'il y a des pousses de baobab. Et que s'il les laisse pousser, elles vont faire exploser la planète. Donc tous les matins, il fait le tour de la planète pour aller déterrer les pousses de baobab. Et il se serait dit que s'il y avait un truc pour les déterrer à sa place, ce serait cool. Et puis il se sent un peu seul, et il a besoin de compagnie. Alors comme il n'est pas bête, le Petit Prince, il a dit, bah tiens, je vais faire un truc qui va bouffer les pousses de baobab, et qui va me tenir compagnie. Et donc, un mouton. Donc il vient demander un mouton. Et la boîte. Eh ben, on apprend plus tard, dans le bouquin ailleurs, qu'il y a aussi une rose sur la planète. Et que le mouton, si elle a la rose a essayé de se défendre avec ses petites épines, mais elle ne va pas y arriver. Enfin, à un moment, il y a un vrai risque. Donc le Saint-Exupéry lui dit, mais c'est pas grave, je lui dessinerai une muselière à ton mouton. Donc ils font un mouton avec une muselière. Il ne l'avait pas demandé, hein, parce qu'il n'avait pas exprimé le besoin. Et puis encore un peu plus loin, l'aviateur lui demande, comment tu vas emmener tout ça là-haut? Ah bah oui. Bah, il va te falloir une boîte. Et quand il a pris conscience, fait prendre conscience et fait valider par le Petit Prince qu'il a besoin d'une tondeuse à baobab, d'un truc à tenir compagnie, d'un machin à protéger la rose et d'un conteneur pour emmener le tout sur sa planète, au lieu de dessiner les 4, il en a dessiné qu'un, et il a dit, ce qui suffit, c'est de lui donner la boîte et de voir si c'est bon. Et c'est en commençant par proposer le truc improbable qui répond à un besoin que jamais le Petit Prince aurait pensé à dire, il livre la boîte, et à ce moment-là, le Petit Prince, il met le reste. Donc j'imagine que dans les entreprises, tu ne racontes pas systématiquement le Petit Prince. Qu'est-ce qui, pour toi, est spécifique à l'humain, contrairement à l'intelligence artificielle? Tout à l'heure, on nous parlait, et c'était intéressant, parce que Marc nous disait, mais même les émotions, donc elles pourront être reproduites assez rapidement. Donc toi, tu dis, le fait d'extrapoler pour l'avenir, ça serait spécifique à l'humain. Marc n'a pas l'air tout à fait d'accord. C'est une question, je ne suis pas sûr. Mais il y a un domaine dans lequel j'ai l'habitude d'exercer, et que même les humains ont du mal pour eux, c'est définir leurs besoins à eux. Les finalités, les buts, les besoins et les objectifs, il faut les mettre dans la machine pour qu'elle fasse le boulot.
Je pense que s'il y a un domaine dans lequel on peut garder un job demain, c'est de dire à quoi va servir l'intelligence artificielle. Si c'est une technologie au service de l'homme, et au service de quoi pour l'homme? Si c'est pas un homme ou une femme, à la rigueur, excusez-moi, c'est pas la peine, un humain qui met la finalité, elle va pas sortir du passé. Hein. Les finalités, ça vient pas d'hier. Il y en avait hier et on peut croire qu'elles se reproduisent. Mais je peux changer d'avis demain matin. Donc pour moi, la finalité, le questionnement sur la finalité, c'est à quoi ça sert à celui à qui ça sert, ça n'est pas... pour l'instant, je ne sais pas comment le reproduire par une machine. Ceci dit, si on me dit comment, moi je veux bien aider le mec qui fait l'intelligence artificielle à faire ça, je fais ça depuis 20 ans, le jour où c'est une machine qui décide des finalités, on n'est pas bien. Hein. Là, on n'est pas bien. Mais donc, si l'intelligence artificielle est intelligente, elle va s'adapter à ce que tu dis. On parle de deux formes d'intelligence. Il y a une intelligence rationnelle qui utilise des données passées et du passé et du présent pour comprendre. C'est la science. C'est le raisonnement cartésien. Et le raisonnement sur les finalités et les buts qui n'est pas cartésien et qui ne rentre pas dans le paradigme cartésien. On a besoin d'un autre mode de raisonnement qui s'appelle le raisonnement systémique, que je ne sais pas comment faire par une machine. Puisque c'est le besoin pour un homme, rien que ça vient d'un homme. Bon, j'ai l'impression que ça va faire polémique. Je sens Marc déjà, il affûte ses armes, donc on en reparlera après. On va entendre maintenant Géraldine qui va finalement nous donner un autre point de vue. On sait que l'intelligence artificielle, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que ça va bouleverser beaucoup de choses dans le monde du travail, et notamment, il y a un certain nombre de métiers qui vont disparaître, pour ne pas dire qu'ils sont déjà en train de disparaître. Dominique nous parle très souvent des caissières qui sont déjà en train de disparaître au profit de machines automatiques, et ça représente plusieurs centaines de milliers de personnes en France. Là, on vient de savoir que Uber, une fois qu'il a mis un gros coup de pied dans la fourmilière des taxis, vient de commander chez Volvo des véhicules autonomes. C'est pas pour dans 10 ans, hein, c'est là maintenant tout de suite. Donc toutes ces professions-là vont disparaître. Ben, l'idée, c'est est-ce qu'on attend que ce soit une catastrophe pour notre environnement d'emploi, enfin notre bassin d'emploi en France ou dans le monde, ou est-ce qu'on anticipe les choses? Et ben, le métier de Géraldine, c'est d'accompagner les entreprises à ça, c'est-à-dire par de la formation, tout au long de leur vie professionnelle. Et donc, je te propose de te présenter, de nous en parler, et puis de nous dire un petit peu, ah bah tiens, tu vois, voilà, finalement, tu te mets debout aussi. Voilà. Et de nous dire comment tu vois aussi l'intelligence artificielle après que tu as expliqué quel était ton métier. Voilà. Bonsoir à tous. Donc, je suis Géraldine Transo, je suis donc directrice générale de FutureSkill. FutureSkill est la marque en charge du développement des compétences au sein de Manpower Group. Donc, Manpower Group, vous connaissez, c'est donc un acteur leader mondial sur toute la chaîne de valeur RH, que vous connaissez forcément à travers sa marque emblématique Manpower, à travers l'intérim et le recrutement. Mais Manpower Group, c'est beaucoup plus que ça. On fait de la gestion des carrières, on fait de l'emplacement, on fait du consulting en stratégie RH, on fait de la transition numérique et on fait du développement des compétences à travers la filiale FutureSkill que je représente. Et FutureSkill, en fait, accompagne les entreprises sur 3 grands défis qui sont bien au cœur de notre sujet de ce soir. Ils sont accélérer le développement des compétences des collaborateurs face à tous ces changements de posture, ces changements de comportement face au digital, à la robotique, etc. C'est à la fois accompagner les collaborateurs vers de nouveaux métiers, puisque on voit, et vous voyez, vous avez cité un certain nombre de grandes entreprises qui sont ici ce soir. Il y a beaucoup de mobilité interne liée à ces métiers qui disparaissent, ces métiers qui apparaissent, et les entreprises nous sollicitent pour accompagner les collaborateurs d'un métier A vers un métier B. Et donc ça passe par des parcours de formation. Et puis aussi, nous sommes sollicités par les entreprises pour créer des compétences sur des métiers pénuriques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une inadéquation entre l'offre et la demande, c'est très clair, et on en reparlera par rapport à l'impact de l'intelligence artificielle. Et donc on ne trouve pas un certain nombre de compétences aujourd'hui, on est en 2017, sur certains métiers.
Et donc, on nous demande, on nous sollicite pour créer des parcours de formation, pour créer ces compétences sur des métiers en tension. Donc voilà le métier de Future Skill. Alors, notre vision par rapport à l'intelligence artificielle et tout ce qui a été dit, en fait, c'est intéressant parce que quand on vous écoute, effectivement, on peut... et puis, quand on a vu le sondage juste avant, bon, je pense que tout le monde est très positif dans la salle, mais il y a quand même un peu, on se le dit, hein, entre nous, il y a quand même un peu d'inquiétude. Hein, on se dit, bon, on ne connaît pas le truc, là, intelligence artificielle. Merci beaucoup, Marc, de nous avoir redéfini un peu le périmètre, mais on ne connaît pas trop le sujet, mais ça fait un peu peur. Bon. Moi, je vais vous dire notre vision au sein de Manpower Group et au sein de Future Skill. La première chose, c'est que l'intelligence artificielle, ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui. C'est une réalité d'aujourd'hui, c'est du quotidien. Et la question n'est pas de se dire je vais travailler avec ou pas, je fais le choix. Non. Non. On travaille avec aujourd'hui. Et la question, effectivement, c'est comment on va travailler avec. Ça, c'est la première chose. Et après, nous, on l'envisage sur 3 axes. La première axe, c'est évidemment l'emploi. Quel impact sur l'emploi? Et vous allez voir qu'on ne va plus parler d'emploi demain, mais on va parler de compétences. Et c'est un vrai sujet. On va parler de révolution de compétences. Et ça, elle est en marche. Et il faut qu'on se mobilise tous, parce que c'est mon troisième point, c'est notre responsabilité par rapport à cette révolution des compétences. Alors quand on parle emploi, bon, effectivement, Manpower Group étant présent au niveau mondial, on est un bon baromètre, on va dire, de l'emploi et de l'impact, effectivement, de toute cette transformation digitale et d'intelligence artificielle sur l'emploi. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on dit quand on voit toutes nos études? Ok, il y a des métiers, effectivement, voilà, tu l'as dit, Emmanuel, il y a des métiers qui sont particulièrement menacés. D'accord? Alors, effectivement, on parle des caissières, on parle de tout ce qui est lié à des tâches, on va dire, répétitives ou administratives. D'accord? Les gestionnaires administratifs, mais leurs responsables également. Vous allez le trouver aussi dans tout ce qui est démarchage téléphonique, par exemple. Hein, ça, c'est des choses que l'on voit apparaître, voilà, ou évidemment l'impulsion des assistants virtuels ou des chatbots, hein, qu'on voit déjà maintenant. Évidemment, ça a un impact. Mais pas seulement. Il y a aussi, dans le domaine médical, on le dit, vous écoutez Laurent Alexandre, qui est quand même un grand ponte, hein, un grand spécialiste de l'intelligence artificielle, lui-même dit, et il est médecin, il vous dit, dans 10 ans, un ordinateur ça sera beaucoup plus performant à diagnostiquer qu'un médecin. Ok. Bon, donc ça, c'est les métiers les plus menacés. À côté de ça, je me projette toujours à 2020, 2025, 2030, hein, il y a les métiers les moins menacés. Nos études montrent que tous les métiers liés à la personne, eux, sont le moins menacés. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas menacés, je dis qu'ils sont le moins menacés. Quand je dis lien avec la personne, c'est tout ce qui est lié au service à la personne, le milieu éducatif aussi est là, est présent. Donc ça, c'est les métiers, les catégories, par exemple, qui sont les moins menacées. Ce qui ne veut pas dire qu'elle ne va pas se révolutionner quand même. Ça, c'est clair. On va en parler juste après. Et puis après, il y a des nouveaux métiers qui apparaissent. Alors là, attention. Donc, ok, il y en a certains, on les connaît déjà. Si je vous parle de data miner, data analyst, voilà, data scientist, alors ça, ok. Data quelque chose. Data quelque chose. Bon, ça c'est déjà maintenant. Comment je commence à vous dire? Alors, le contrôleur aérien en drones commerciaux. Ouais, d'accord. Ah oui, parce qu'il va y avoir un bazar pas possible là dans le ciel d'ici quelques années. Il va bien falloir contrôler tout ça. Ok. Si je vous dis le responsable juridique en éthique et technologie, ouais, je me dis bon, voilà, parce que l'intelligence artificielle, ça a quand même un impact en termes d'éthique qui est quand même important. Donc, ok. Enfin, il n'y a que les Français qui parlent d'éthique. Aux Certes. États-Unis, on s'en fout. On s'en fout. Il va y avoir des avocats. Il va y avoir des avocats, il va y avoir des métiers. On parle aussi de tout ce qui est designer industriel en biomimétisme. Alors là, ok, d'accord. Ah, bref, il y a une pléthore de métiers où là, franchement, déjà, on ne connaît pas trop le contour, on ne sait pas trop de quoi on parle. Donc bref, c'est un peu l'inconnu. La seule chose qu'on sait, c'est qu'effectivement, les métiers vont se transformer, Emmanuel. Alors, il y a deux possibilités. Hein. Soit vous êtes dans la vision hyper pessimiste, destructive, que vous pouvez lire la presse, et alors là, c'est tout. Hein. On peut faire le
l'autruche, c'est l'horreur, de toute façon, la destruction de l'emploi, etc. Ça marche pas. Il y a une autre vision qui est, oui, ça peut être créateur d'emplois. Ça peut être créateur d'emplois, et vous lisez pas plus tard que dimanche dernier, Nicolas Boutou dans le Figaro Écho qui parlait effectivement de ce que l'emploi n'est pas mort. Il y a des conditions sur lesquelles Manpower Group et FutureSkills est totalement convaincu. C'est pour que ça marche, pour qu'on ait un emploi demain, il faut coopérer avec l'intelligence artificielle. Les emplois de demain seront complémentaires de l'intelligence artificielle. Et l'idée, ce n'est pas de batailler contre l'intelligence artificielle, c'est de batailler avec. Et quand j'entends ce qu'a dit Marc tout à l'heure, notamment sur l'impact de la machine et la machine qui prend le lead sur l'humain, c'est ça la révolution. C'est que ça marchera si effectivement on est complémentaires, et donc ça montre la valeur, la valeur de l'emploi qualifié va être encore plus importante. Et en parallèle de ça, c'est que l'humain doit rester maître de la machine et pas esclave de la machine. Or, il y a certains domaines où on commence à se dire, attends, ok, c'est pas le robot qui commande l'humain, c'est bien l'humain, et ça c'est notre challenge. Donc ça c'est notre vision de l'emploi, de dire que effectivement l'intelligence artificielle demain, l'emploi sera complémentaire de ça. Et pour faire ça, ça veut dire qu'on ne parle plus de métier, parce que vous voyez bien que le métier de demain, c'est difficile de les imaginer. C'est qu'on parle de cette fameuse révolution des compétences. Oui, et quand on voit ce qu'on dit, et c'est quelque chose qu'on emploie régulièrement, c'est que dans 20 ans, 80% des métiers de dans 20 ans n'existent pas aujourd'hui. Ce qui nous donne l'enjeu d'anticiper et d'aller même pas accompagner, même innover dans ce qui n'existe pas encore. Tout à fait. Et c'est surtout, et on a parlé, parce qu'on a parlé de cognitif tout à l'heure, c'est les compétences dont on aura besoin, dont on aura besoin demain, mais enfin dès maintenant, quoi. On parle de nous, hein, parce qu'on a encore bossé quand même pendant quelques années, hein, pour la plupart d'entre nous. On parle aussi de nos enfants, d'accord ? Les compétences dont on aura besoin, et dont on a besoin aujourd'hui, elles sont de 3 ordres. Vous regardez le document qui a été fait pour le Conseil de l'orientation sur l'emploi qui est sorti il y a quelques semaines. Elles sont de 3 ordres. Vous avez les compétences sur les nouvelles technologies. Ça, c'est sûr, on aura besoin de nos fameux data machin. Ok, il y a une autre compétence. Compétence liée à l'usage de ces technologies. C'est bien beau d'en mettre en place des technologies, mais regardez, on est tous là, voilà, alors les réseaux sociaux, nos mobiles, etc., et nos enfants vont plus vite que nous d'ailleurs. Mais ok, dans l'entreprise, il faut être capable d'utiliser ces technologies. Community manager, par exemple. Community manager, etc. Et puis il y a un troisième domaine qui est le plus important, qui sont les compétences transversales. C'est-à-dire la capacité, par exemple, à digérer de l'information en masse, et à pouvoir les restituer. Avoir la pensée critique, c'est exactement ce que disait Olaf. Ok, moi, être capable de pouvoir challenger. La pensée critique, l'intelligence collaborative, la créativité, toutes ces données, ces éléments de qualité interpersonnelle, de gestion de la relation à l'autre, tout ça, ce sont des éléments qui sont excessivement importants pour pouvoir adresser les métiers de demain. Si je donne un exemple, juste, je suis chef de projet marketing. Demain, je peux être chef de projet dans un autre domaine. C'est pas la compétence technique qu'on va aller voir. C'est quoi? C'est ma capacité à changer, ma capacité intellectuelle, certes, ma capacité à gérer les situations, et donc ma capacité à me mettre en mouvement aussi, pour aller vers ce nouveau job. Et c'est là où c'est notre troisième volet, qui est la responsabilité que l'on a. C'est que, bon, je ne vais pas vous parler évidemment des responsabilités politiques, éthiques, régulation, gouvernance, éducative. Alors là, franchement, enfin, je fais juste une parenthèse, hein. Vous écoutez Laurent Alexandre et il vous dit quand même que nos enfants seront laminés par l'intelligence artificielle dans le système éducatif actuel. Hein. Voilà, on avait dit pas négatif. Non, alors comment on peut le tourner positif? Non mais justement, c'est qu'on va transformer ce modèle. Et il y en a qui s'y mettent en route. Hein. Ça commence. Voilà, ça se bouge. Mais il y a une prise de conscience là. Et c'est très bien qu'on ait des porte-paroles qui soient à la fois avec ce message un peu de je secoue tout le monde. Hein, vous écoutez, je vous invite hein, à écouter Laurent Alexandre, son intervention au Sénat,
au mois de janvier, ça dure 20 minutes, vous avez tout compris. Hein. Je peux vous dire qu'il a secoué tout le monde dans les politiques. Hein. D'accord ? Et puis maintenant, ça commence à se mettre à bouger. Donc, je ne parle pas moi, de ces sujets, moi je parle de la responsabilité qu'on a en tant qu'entreprise et individu au sein de l'entreprise. Pour aller vers cette révolution, il y a 2 sujets. Il y a l'individu. L'individu, et là on est tous individus. Il faut se dire que maintenant, on doit se mettre en mouvement pour apprendre tout au long de notre vie. C'est une vraie prise de conscience. C'est-à-dire que, ok, jusqu'à maintenant, on disait, bon alors, ok, il a mes études, super, mon super diplôme, etc. Puis après, c'est bon, il va aller dans l'emploi. Et puis alors, pour les plus doués ou les plus, voilà, la crise de la quarantaine, voilà, je vais faire autre chose, allez, je vais faire un petit MBA, un machin. Ok, j'apprends 2 fois. Puis un peu des petites formations à droite à gauche. Non, c'est fini ça. C'est fini, je suis désolée. Pour que ça marche, pour qu'on puisse, entre nous, hein, on va se parler entre nous, hein, pour pouvoir bosser encore dans les 20, 30 et pour nos enfants dans les prochaines générations, il faut apprendre tout au long de sa vie. Ça, c'est notre responsabilité individuelle. La responsabilité de l'entreprise, c'est De le permettre. de cultiver cette capacité d'apprentissage. C'est ce qu'on appelle chez nous, au sein de Manpower Group, et on a fait une énorme campagne au niveau mondial sur ce sujet, qui est la learnability. Comment j'apprends ? Comment je cultive cette capacité d'apprentissage au sein de mon entreprise ? Parce que moi, entreprise, j'ai une responsabilité pour les mettre en mouvement. Et donc, à ce stade, et ben là, vous avez plusieurs réponses. C'est le comment. Le comment, c'est j'accompagne dans les changements de posture, j'accompagne sur les changements de comportement. Nous avons des entreprises qui nous sollicitent en nous disant « Bon, alors, mes managers, c'est pas facile hein, pour eux. Parce que bon, alors déjà, ils se prennent toutes les responsabilités. Je parle notamment des managers de proximité. Vous voyez, les managers opérationnels, hein, pas ceux qui sont tout là-haut. Enfin, je dis rien contre ceux qui sont tout là-haut, mais ceux qui sont les mains dans le cambouis, hein, d'accord ? Ils s'en prennent plein la vue, les reporting, les machins, les trucs. Et puis en plus de ça, alors maintenant, voilà, on leur dit il faut être agile. Ouais, ok. Bon, et je vous dis, on reçoit des appels d'offres où on nous dit bon, alors voilà, donc, pouvez-vous nous aider pour passer d'un management un peu directif À la papa. au manager agile, collaboratif, etc. Fastoche. Fastoche. En 3 jours. Et en 3 jours. Non mais ça, alors là, il y a plus de conscience là-dessus par rapport à la formation. Les 4. Donc ces changements de posture sont fondamentaux. C'est le comment, c'est comment on accompagne. C'est un des premiers leviers, c'est accompagner le changement de posture. La deuxième chose, c'est d'évaluer ses compétences soft. Cette fameuse pensée critique, cette fameuse motivation au changement, ce potentiel intellectuel pour aller vers de nouvelles technologies, pour avoir des nouveaux métiers. Et ça, c'est absolument indispensable. Et on le fait quand on fait du recrutement. Voilà, les assessments. Hein, bon, voilà, ceux qui ont déjà passé un certain nombre d'entretiens, etc. Bon, bah, généralement, on fait quelques tests, etc. Peut-être vous avez un entretien. Bon. Ça, c'est du recrutement. On le fait dans la mobilité interne. Mais dans la formation, qui est notre cœur de métier chez Future Skill, nos convictions, nos partis pris, et c'est vrai qu'on se bataille, c'est que l'évaluation des soft skills avant un parcours de formation, mais c'est absolument indispensable. Sinon, qu'est-ce que vous faites ? Eh ben, je suis sûre que vous l'avez vécu. Vous partez en parcours de formation, allez, on est content, on prend le café, on retrouve tous nos copains, c'est super, je suis 3 jours en formation. Et puis à la fin, on se dit quoi ? En fait, ouais, le café était très bon, sauf qu'en fait, moi je connaissais déjà tout. D'autres, c'était complètement largué. D'autres se sont dit, attends, moi 3 jours en présentiel, c'est juste impossible. Moi j'aurais bien voulu l'avoir en vidéo, le truc, et puis voilà. Donc, on n'a pas la même façon d'apprendre. Donc, quand on fait des parcours de formation, on fait ces évaluations de soft skills au départ, et on va adapter le parcours de formation en fonction. Tu vois, ce que tu dis depuis tout à l'heure, ça me fait penser en même temps que l'intelligence artificielle monte en puissance, on a une science aujourd'hui qu'on appelle les neurosciences, qui monte également fortement en puissance. C'est assez récent. Et finalement, une des bonnes façons de se défendre contre tout ce qui pourrait arriver de négatif dans l'intelligence artificielle, ça va être de mieux connaître l'humain pour savoir comment il peut, justement, qu'on peut le valoriser dans ce qu'il a de meilleur. Exactement. C'est vraiment la clé. C'est vraiment la clé. C'est vraiment travailler sur cette dimension comportementale qu'on n'avait peut-être pas forcément
Donc c'est regardé de près jusqu'à maintenant, c'est ce qui va faire la différence. Et c'est ce qui va faire qu'on aura enlever la un emploi demain. rigidité, en fait. Voilà, enlever la rigidité. Parce que ce que tu disais tout à l'heure en neurosciences, nous, on appelle ça l'intelligence motivationnelle. Finalement, pour motiver quelqu'un, c'est l'essentiel quand un salarié doit travailler dans une entreprise, il faut qu'il soit motivé, ce qu'on appelle l'engagement. Eh ben, si tu n'es pas dans un apprentissage constant, nécessairement à un moment donné, tu vas t'enfermer et descendre dans ton niveau d'attention et d'engagement. Mais également tout ce qui est environnement positif. On le sait aujourd'hui dans les neurosciences, ça peut paraître évident quand on le dit, mais regardez, nos systèmes éducatifs ne fonctionnent pas du tout comme ça, mais de dire à quelqu'un qui fait quelque chose de bien que c'est bien, eh ben bizarrement, ça l'engage à faire quelque chose de bien à nouveau demain. Et oui, mais c'est pas comme ça qu'on dit aujourd'hui. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire qu'on te tape sur les doigts quand ça va pas bien, et puis quand tu fais bien, bah, ouais, bah, c'est normal, quoi. Hein, on ne peut pas nous emmerder. Donc c'est mieux connaître l'humain pour que l'humain soit vraiment... Alors je ne sais pas s'il faut parler de pouvoir, c'est-à-dire que l'humain garde le pouvoir sur l'intelligence artificielle, parce que je crois que de toute façon on sera dépassé rapidement de ce point de vue-là si on se met sur ce plan. Oui, enfin, moi je vous invite à regarder la vidéo du polytechnicien justement de Stéphane Marchand dimanche dernier là, sur Figaro Echo. Il vous disait, ok, l'intelligence artificielle, évidemment ça va vite, hein, mais la connaissance des neurosciences, la connaissance du cerveau va encore plus vite. Donc franchement, même pas peur. Non, même pas peur. Merci. ça sera la conclusion. Juste un dernier mot sur le sujet, parce que on parle beaucoup effectivement de l'emploi de demain, etc. Mais moi, je voudrais juste vous dire que la réalité du quotidien, l'intelligence artificielle, comme je vous disais en introduction, elle existe. Elle y est déjà. On le vit au quotidien. Et pourtant, aujourd'hui, nos clients nous sollicitent parce qu'ils ne trouvent pas les compétences pour leur métier d'aujourd'hui. Il y a l'intelligence artificielle, elle est là. Ça pourrait être remplacé, etc. Et non, ils nous appellent et ils nous disent, écoutez, vous savez quoi, on a posté des annonces partout. On essaie de faire du recrutement, etc. Eh bien, les personnes qui répondent, on ne trouve pas. Donc, formez-le. Eh bien, on ne peut pas créer un parcours. On ne peut pas créer. Et alors, je vous dis quoi? Mais je ne vous parle pas du data scientist, personne, voilà. Non, je vous dis un merchandiser, quelqu'un qui met en rayon. Je vous parle d'un conducteur de ligne. Je vous parle des téléconseillers, les fameux téléconseillers. Mais on vous appelle, on ne trouve pas. Mais j'en ai besoin. Créez-moi le parcours de compétences qui va faire que j'aurai mes compétences maintenant, alors que l'intelligence artificielle existe déjà. Donc, je répète, même pas peur. Bon, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous trois. Alors, est-ce que vous avez déjà commencé un petit peu à affûter vos questions? Ah bah alors, attends, tout de suite, on va faire... Attends, pour qu'on puisse entendre... Attends. L'intelligence augmentée, quand vous parlez de fait... Attends, on n'a pas compris. On attend 2 secondes et on passe le micro à chacun, comme ça, la question, elle est bien valorisée. Oui, une question, on parle d'IA, mais est-ce qu'on peut parler d'intelligence artificielle sans parler d'intelligence augmentée, de transhumanisme, qui est quelque chose qui va arriver aussi très rapidement dans les années qui viennent, quand on parle aussi de Laurent Alexandre, et qui ne va pas sans l'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'un jour, vous dites qu'il faut douter, en fait, hein, il faut se poser des questions existentielles, ou est-ce que Dieu existe, et ces choses-là. Mais l'homme, finalement, il va être augmenté un jour, je pense que c'est inéluctable. Et c'est peut-être ça aussi qui va arriver très vite et qui va poser d'autres questions qui sont bien plus, je dirais, qui vont au-delà de l'intelligence artificielle. Bien sûr, mais c'est pour ça que dans le titre, on avait parlé de l'homme augmenté, parce que c'est évidemment au cœur de nos préoccupations, et que le transhumanisme, qui pour nous fera l'objet d'une autre intervention, parce que c'est un petit peu plus pointu, il faut amener tout le monde tout doucement vers cette pensée un peu particulière, parce que c'est finalement comment on pense le rôle de l'homme dans ce système-là. Donc, mais de toute façon, on a besoin pour ça de poser ces bases-là. Donc le transhumanisme, il est inévitable. Enfin, cette pensée de l'homme augmenté, elle est inévitable. Mais pour ça, il faut se donner les moyens de l'augmenter, l'homme. C'est vraiment un petit peu ça. Aujourd'hui, on nous en parle, on le subit un tout petit peu, parce que c'est quelque chose qui va très très vite, mais on ne s'en donne pas toujours les moyens. C'est ça qui nous intéresse. Olaf. Ouais, j'ai envie de réagir parce que moi je suis déjà vachement augmenté, personnellement. Surtout quand tu sans blague, je suis vachement augmenté, quoi. Sinon je suis incompétent sur plein de trucs. Par exemple, arriver à l'heure au rendez-vous, des trucs comme ça.
savoir où c'est ici, tout ça, c'est des trucs où je suis vachement augmenté déjà. Sur le sujet du transhumanisme, je fais très attention, enfin, suivez le sujet de près parce qu'il y en a deux formes. Hein. Il y a deux formes et c'est pas du tout les mêmes. Il y en a une où c'est l'intelligence peut-être détachée du corps et qu'on peut rendre tout ça éternel, etc. Et il y a l'autre qui est aujourd'hui, maintenant, je peux augmenter ma capacité physique, corporelle et intellectuelle avec des outils en plus. C'est pas la même chose, hein. Mais je suppose que ça fera partie de votre sujet là. C'est ça. Attends. Pardon. Bonjour, Olivier Mets-toi bien près. de la Bureau. Voilà, si j'ai bien reconnu ce que pouvait être l'intelligence artificielle par ce qu'a présenté Olaf, j'étais assez perplexe par la présentation de Marc, parce que c'est un mythe que j'ai retrouvé depuis très longtemps, comme quoi si les cerveaux pouvaient concevoir une boîte noire qui définit, qui répond toujours juste. Justement, l'intelligence artificielle, c'est un système qui est capable d'apprendre. Pour apprendre, il faut faire des erreurs. Et donc, s'il y a erreur, il y a supervision de l'humain. Parce que la vérité, elle est sur le terrain, elle change tout le temps. Et les personnes qui projettent les modèles exacts, c'est les mathématiques, mais dès qu'on projette en réalité sur le réel la mathématique, on se trouve toujours dans des situations où, aux limites, on obtient l'inverse de ce qu'on aurait voulu obtenir. Donc il n'y a pas de système exact physique. Et pour répondre à la boîte noire qui a été écrite par des grands savants, ça existe, hein, c'est la Bible. Mais pour que ce soit vrai, il faut y croire. Et il y a d'autres modèles, c'est les Piti, dont et juste un autre aspect, avoir peur de log augmenté, mais le log augmenté, il existe depuis l'homme Cro-Magnon qui a pris une massue pour en faire un outil. Et l'intelligence artificielle, c'est un outil, ni plus ni moins. C'est un point de vue, en tous les cas. Je me permets de fais-toi répondre en plaisir, direct. j'ai envie de dire. Il y a une partie de la question qui est très intéressante directement sur la techno-machine learning. Il y a une partie qui est intéressante, mais pas l'autre. Sur la techno-machine learning. Sur la Bible, je serais assez d'accord, mais je ne répondrai pas. Mais donc, sur la partie sur laquelle on peut répondre aujourd'hui, le grand métier de l'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est le machine learning. C'est effectivement l'auto-apprentissage. Donc, on donne de la data, c'est un peu ce que tu décrivais, et puis le système, il regarde comment ça se passe dans la data, et puis après, il sait prendre des décisions. Alors, il y a une expérience très intéressante qui a été faite aux États-Unis. Ils ont dit on va faire un système de videur de boîtes de nuit basé sur de l'intelligence artificielle. Vous savez, le gars qui vous laisse rentrer ou qui vous laisse pas rentrer selon votre tête, vos habits, physionomiste, ouais. Donc, voilà, c'est cela. Donc, reconnaissance faciale, donc c'est transformé en data. Et puis là, il a fallu lui apprendre à l'algorithme. Donc, il y a des vrais physionomistes qui ont dit là oui, là non, là oui, là non, etc. Jusqu'au moment où le logiciel a pu fabriquer ses propres patterns, en fait, dans la pensée. Il a pu mettre en place sa propre cognition pour dire ben, là oui, là non. Et ils l'ont mis en service. Et puis très vite, ils se sont rendus compte qu'en fait, l'intelligence artificielle est devenue raciste. Pourquoi ? Parce que les gens qui lui avaient appris étaient racistes. Donc ils avaient introduit un biais, un pur biais statistique dans l'intelligence artificielle. Donc effectivement, l'apprentissage, et quelque part c'est un peu rassurant, c'est-à-dire que si vous apprenez bien à la machine, elle va faire des trucs bien, si vous lui apprenez à être raciste, elle va être raciste. C'est rassurant. C'est rassurant parce que à la fin, finalement, ça nous oblige à faire des trucs plutôt bien. Si on veut bien apprendre à nos machines. Donc ça dépend de notre intention, en fait. Ce que et voilà, donc ce qui est rassurant, c'est que c'est la fameuse éthique. Alors après, il y a une question qui est rigolote. Tu parlais d'Uber et des voitures automatiques. Alors, autonomes.
Alors les voitures qui conduisent toutes seules, comment on a fait ce truc-là? En fait, c'est encore du machine learning. Alors, il y avait deux manières de faire les choses. Soit de dire, s'il y a un feu rouge, tu t'arrêtes, s'il y a un feu vert, tu continues. Mais le nombre de possibilités est quasi infini. Donc, en fait, on leur a fait ingurgiter des millions et des millions et millions d'heures de conduite jusqu'à ce qu'elles comprennent ce qu'est la conduite. Et maintenant, la question, ça marche plutôt bien, hein, ce truc-là. La question qu'on se pose, c'est, vous roulez, d'un côté, il y a une vieille dame avec sa canne qui marche doucement et elle est au milieu de la route. Et puis de l'autre côté, pas de bol, à ce moment-là, il y a un petit gamin avec une trottinette qui traverse et qui est au milieu de la route. On choisit Là, la vieille dame. vous n'avez pas le choix. Il va falloir faire... vous en empêcherez un des deux. Et ça va être lequel? Pourquoi? On pourrait faire un sondage. Hein. Qui vote pour la vieille dame? Qui vote pour le petit enfant? Alors, vous prenez vos smartphones. Vous prenez vos smartphones. Et alors, c'est quoi la question derrière? C'est mieux une vieille, elle a déjà vécu. Mais ouais, elle a appris plein de choses, elle a la sagesse, donc allez, on bute le gamin, c'est pas grave, il y en a plein d'autres. Excusez-moi. C'est ton opinion, là. C'est très personnel. J'en ai 5 en plus, donc je peux me permettre de... C'est sa belle-mère. Donc, mais la question, effectivement, c'est-à-dire qu'il y a un apprentissage, ça revient à la même problématique, hein, c'est-à-dire qu'il y a un apprentissage, ça c'est des mécanismes, on apprend la cognition via de la donnée, ça c'est technologique, mais là où je reviens sur le fait que c'est rassurant, c'est que c'est finalement quelle intention je donne, et ce choix-là, alors j'ai fait une caricature, hein, mais il relève de quoi? Il relève de l'éthique. Alors tu parlais des nouveaux métiers, avocat pour les robots. La question va pouvoir se poser un jour. C'est-à-dire qu'un robot qui prend des responsabilités, qu'est-ce qu'on en fait s'il fait une connerie? On le débranche. S'il veut bien, oui. Juste un point. C'est vrai que l'intelligence artificielle fait peur, mais on a eu déjà une situation. J'ai travaillé pendant 15 ans chez Reuters, où on fabriquait des systèmes front-to-back pour les salles de marché. Et il y en a qui ont cru qu'ils avaient créé la boîte noire pour pouvoir gérer, donner les ordres. Et c'est ce qui a provoqué, quand le modèle a complètement changé avec les subprimes, qui a provoqué le crack qu'on a connu en 2007. Donc, ce qui est important, c'est que la machine doit tout le temps être supervisée. Et de toute façon, la machine ne saura pas se remettre en cause. Il n'y a que l'homme qui est capable de se remettre en cause parce qu'il y a une notion de vie. L'intelligence, c'est la capacité à survivre. Voilà. Je vais... Juste avant, parce que là je l'ai entendue, elle est trop belle, mais ça va être science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Est-ce que ça résume pas un peu, finalement, l'enjeu de la relation avec la machine? Je vais être un peu provocateur. Oui, les algorithmes qui se sont emballés sur les transactions, il faut les surveiller. Alors, comment il s'appelle le gars, Jérôme, qui a déconné un peu au Crédit Lyonnais là? Non, c'est Société Générale. Société Générale, pardon. Putain, il a salement déconné, le mec. Ah oui, on parle de milliards là. C'est un être humain. Moi je dis ça, je dis rien. Hein. D'accord. Les algorithmes s'emballent, les êtres humains aussi. Je fais circuler. Attends, je fais circuler la parole. Il n'était pas supervisé. L'erreur était là. Alors, je t'en prie. On va pas parler de Jérôme Kerviel, hein. Ça suffit. Surtout que je vais me faire engueuler parce qu'il y en a beaucoup de la BNP qui sont là. Alors après, ouais. Alors, une question. C'est en lien avec le sujet qui vient d'être évoqué. Comment fait-on pour superviser ces machines à base d'intelligence artificielle? Il y a des chercheurs de Facebook qui ont laissé 2 machines parler ensemble. C'était des chatbots, mais il y avait de l'intelligence artificielle. Elles ont développé un langage qu'on ne maîtrisait pas. Donc comment on supervise tout ça? J'ai pas d'a priori contre. Hein. C'est juste un vrai sujet, c'est où on met le curseur et comment on s'assure de pouvoir le couper. Alors, je vais être encore... là, je vais être antipathique sur la réponse. Cette histoire n'a pas existé. C'est une fake news. Mais elle est hyper intéressante et j'avais fait une petite liste d'exemples que je pourrais citer. Elle est intéressante parce qu'elle a été relayée partout, y compris par des journalistes qui connaissent super bien leur métier. Non, cette histoire n'a pas, des journalistes non plus, hein. Cette histoire n'a pas existé.
Et quelque part, elle nous fait bien rire parce que elle montre quoi? Tiens, des robots qui parlent une langue qu'on ne comprend pas, ça y est, on est largué. Et si en plus ils arrivent à se parler sans qu'on comprenne, ils vont comploter contre nous. C'est ça l'histoire, ils vont dire du mal. Donc c'est des peurs primaires en vrai qui s'expriment. Donc en fait, ouais, mais ça a fait le tour du web, cette nouvelle, y compris encore une fois par des gens ultra sérieux. Non, ça n'a pas existé. Et en l'état, enfin, à ma connaissance, ça peut pas exister, mais c'est pas grave en fait. Même si ça existait, c'est pas très grave en l'occurrence. Ça montre bien effectivement le complot des machines. C'est Matrix, hein, c'est cette problématique-là. Hein, donc Olaf, tu vas accompagner pour valoriser les machines donc sur ce qu'elles ont de meilleur. C'est ça que tu vas faire comme métier maintenant? Je l'ai déjà fait, hein. Ça marche. Enfin, c'était pas des machines parce que machin, mais des programmes informatiques. C'est marrant parce que c'est un truc qui m'est venu tout à l'heure. Ça fait des années que j'aide des entreprises à améliorer les trucs qu'ils sont en train de faire pour que ça coûte moins cher et que ça fasse mieux. Et régulièrement, on me dit qu'il faudrait automatiser ça. Donc, est-ce que vous pouvez nous aider à automatiser ce process, etc. Ça peut être industriel, ça peut être tertiaire. J'en suis venu à me demander, à force de faire ces sujets-là, si c'est pas systématique que quand on me demande d'automatiser quelque chose, c'est que ça sert à rien. C'est une vraie question. C'est hallucinant. Parce que moi, je sais faire qu'une seule chose, c'est vous voulez améliorer ça, ok, à quoi ça sert? Et quand on regarde ce qu'on allait demander de reproduire, parce que c'est des humains qui font un truc, et qu'on regarde en fait à quoi ça sert, eh ben en fait, on s'aperçoit que l'utilité soit est inexistante, mais qu'on a toujours fait comme ça, alors ben on continue parce que... Si ton propos est de dire que les humains peuvent être juste bêtes parfois... Non, c'est que les humains font ce qu'on leur a demandé de faire qui leur paraissait logique. Mais ils sont capables quand même de se remettre en cause au final, parce que quand tu leur parles, ils t'entendent. C'est qu'au moment où on se dit, ah bah zut, c'est quand même... Vu le temps que passent ces gens et qu'ils ont l'air de s'embêter, et que franchement il n'y a pas de motivation, on va essayer de faire ça par des machines, au moins on ne leur posera pas la question de la motivation, ça ira plus vite, ça coûtera moins cher. Et au moment d'inventer la solution machine, quand on reformalise ce que font les gens et finalement à quoi ça sert, on s'aperçoit que ça sert pas, au minimum, ça ne sert pas du tout à ce qu'on croyait, et que l'origine du besoin a complètement disparu. Je vais vous dire un truc, un autre exemple de truc dingue. On a travaillé pour la Fédération française de l'habillement il y a quelques années. Et ils nous ont demandé d'optimiser le prix de revient de choses d'habillement. Et on a travaillé sur les chemises d'hommes. C'est un exemple. Tiens, on va prendre une chemise de chemisier pour les hommes, pour mettre sous les costumes. Et il y a un truc qui coûte très cher dans les chemises d'hommes. On est en plein sentier, donc si quelqu'un sait, il peut me confirmer. Il y a 2 couches de tissu là. Et ça coûte 2 fois le tissu, plus la façon, c'est beaucoup plus compliqué que les chemisiers de dames, où il n'y a qu'une couche de tissu, et les chemises sport d'hommes, où il n'y a qu'une couche de tissu. Alors, on a bossé avec des concepteurs de chemises, on a dit, dites donc, ça sert à quoi la 2e couche, quoi? Il doit y avoir une... je sais pas, vous devez savoir. Personne ne sait. Mais c'est mieux. Si j'ai une chemise qui n'a pas mais, ça, moi j'achète pas. Alors, si ça sert à rien, on va enlever la 2e couche. Tollé général. Tollé général des concepteurs de chemises. Ah mais non, parce que sinon c'est plus des chemises d'hommes. C'est des chemisiers, ça va. On peut quand même pas faire porter un chemisier à une dame, à un homme, c'est pas possible, enfin c'est pas concevable. Elle dit bon, il doit y avoir un truc lourd derrière. Mais ils savent pas. Alors on a cherché d'où ça venait. Dans les datas. En plus, c'est vrai, dans les datas, dans les archives en fait, de la Fédération française de l'habillement, et on a trouvé qui a décidé la première fois de mettre une 2e couche de tissu sur une chemise d'homme. On est remonté au XVe siècle. À cette époque, la chemise était un vêtement de dame. Les hommes, ils mettaient pas des chemises, ça s'appelait autrement. Enfin, c'est pas. Et il y a une catégorie professionnelle qui a décidé d'adopter la chemise comme vêtement de travail. Je ne sais pas d'où ça vient, mais un mec qui a dit « Tiens, passe-moi ta chemise. » Voilà. Ce sont des portefaix. Le métier de ces gens-là, c'est de porter des charges sur le dos. Tous ceux qui ont fait de la randonnée savent que quand on met une charge lourde sur l'épaule
direct sur le t-shirt, la charge fait bouger le t-shirt, le tissu, Frottement. il frotte sur la peau et ça abîme et ça fait mal. Ben, les portefaix, déjà au 15e siècle, ils ont dit « Ah zut, chérie, qu'est-ce que je peux faire ? Tiens, mets un chiffon !» Et ils ont mis un chiffon entre la charge et la chemise. Du coup, la charge, elle a fait bouger le chiffon qui glisse sur la chemise et ils ont beaucoup moins mal à l'épaule. Pas con. Et puis par contre, quand ils déchargent la charge, ben, le chiffon tombe. Alors madame a une idée tout à fait intelligente, c'est sexiste mais ça date du 15e siècle, de coudre le chiffon sur la chemise. Depuis ce temps-là, il y a 2 couches de tissu sur les chemises de travail d'hommes. Et c'est la seule raison. Bon. Je finis parce que c'est trop. Oui, vas-y. Mais Il finis. y a un seul, Si on n'arrête pas, on va avoir encore le Petit Prince. Ouais. Il y a une seule personne qui a réussi à changer ça. C'est Jean-Paul Gaultier qui a dit « On va faire un truc de dingue, on va faire porter des chemisiers de femmes aux hommes. » Et là, il a eu le droit. Tu portes du Jean-Paul Gaultier ? Non. Voilà, c'est ça. Mais regardez, hein, sur toutes les chemises d'hommes, il y a 2 couches de tissu là. Alors, il y avait une question, Sinon, c'est que vous avez piqué la chemise de votre femme. Voilà, il y avait une question par là-bas, depuis tout à l'heure, il trépigne, ce jeune homme. Raconte-nous. Ma question c'était, on cherche toujours à rendre les machines plus intelligentes, plus parfaites, plus... en fait, on veut qu'elles sachent tout sur tout. Mais est-ce que justement l'intelligence de l'homme vient pas du fait qu'il ne sait pas tout sur tout et qu'il fait des erreurs ? Et moi je pense à ça en tant que jeune, on dit souvent que souvent les jeunes ont quelque chose à apporter aux générations futures. Parce qu'ils font des erreurs et c'est de là qu'ils peuvent apprendre. Et donc une machine qui sait tout sur tout finalement, est-ce qu'il ne manque pas une grande partie de connaissances ? Alors, tu as envie de répondre évidemment. Mais, Moi, je dis magnifique. Hein. Je suis convaincue que tu auras un emploi même dans 30 ans ou dans 40 ans parce que ça s'appelle de la pensée critique. D'ailleurs, et que la pensée critique. Manpower, tout ça, tu peux. Voilà, tu peux venir. Voilà, viens donc nous voir. Ça s'appelle la pensée critique. Et effectivement, à date, et même dans ce qui est prévu en termes d'intelligence artificielle, après il y a l'intelligence artificielle forte où on ne sait pas encore ce que ça donnera, mais en tout cas, cette notion-là, ce concept, et c'est beaucoup plus qu'un concept, c'est une compétence, eh bien ça va faire la différence par rapport à la machine. Et donc c'est ça qui va faire que demain, tu auras un emploi. Donc vas-y, continue. Il y avait une autre question. Oui, j'ai une autre question pour Géraldine aussi, Gardel Pro. J'essaie de me mettre dans la peau d'une DRH que je ne suis pas, d'une entreprise avec quelques milliers d'employés. Et effectivement, maintenant, si je me dis que je dois permettre à mes employés de se développer tout au long de leur vie dans l'entreprise, il faut que je me base sur les soft skills pour préparer comment ils peuvent se développer dans l'entreprise. Est-ce que là-dedans aussi, l'intelligence artificielle peut nous aider ? Est-ce que c'est déjà le cas dans quelques entreprises ? Comment ça marche ? Oui, alors effectivement, c'est une excellente question parce qu'en fait, on l'utilise, l'intelligence artificielle, déjà pour faire l'évaluation des compétences. Ou par exemple chez FuturSkill, mais chez d'autres. Enfin, nous, on a des plateformes effectivement qui permettent, à travers de multitests, parce qu'on va évaluer l'ensemble de ces compétences, que ce soit effectivement l'intelligence collaborative, la pensée critique dont on parlait juste avant, la motivation, le style d'apprentissage, et on va mélanger ça dans des machines qui vont aller chercher effectivement l'échantillon et les fameux algorithmes sur le passé pour vous dire comment vous êtes. Et donc ça, on l'utilise déjà. Je dirais même que, par exemple, dans les parcours de formation, quand je parlais de cultiver l'apprentissage, cette fameuse learnability, il y a plusieurs modalités pour pouvoir s'assurer qu'on cultive effectivement son apprentissage. Donc c'est tous les jours les fameux, dans les RH, ça vient anytime, anywhere, any device, any content. Je vois qu'il y a des gens qui connaissent, voilà. Donc ça c'est tout le temps au cours de sa vie et son passage en tout cas dans l'entreprise. Mais quand vous voyez la dimension par exemple de l'adaptive learning, qui est une dimension, une modalité pédagogique qui apparaît aujourd'hui dans les parcours de formation. Ça s'appuie sur l'intelligence artificielle. Le sujet est, je vais chercher toutes mes données sur mon apprenant. En fait, il a appris comment, mon apprenant ?
Il est plus sur les vidéos, il est plus sur du présentiel, il est plus sur des MOOC. Comment il apprend? Je prends ces données et ensuite je peux construire le parcours de formation qui lui va bien. Ça s'appelle l'adaptive learning. Et donc vous voyez qu'on l'utilise déjà. Alors, l'adaptive learning, on est encore un peu au début. Hein, bon, voilà. Mais vous voyez qu'on l'utilise déjà, en fait, pour une DRH. Elle peut déjà utiliser ces outils pour accompagner ses collaborateurs. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions encore qui émergent? Paul, alors, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, faire circuler ce micro vers Paul et après, ce sera pour notre ami. Bonsoir, Paul Riosset. J'essaie de faire du recrutement de temps en temps. S'il y a un directeur ou directrice d'un ESAT pour le 95, je suis preneur. Hein. Un peu compliqué. Bon. Tout à l'heure, on a parlé de l'homme augmenté. Effectivement, il existe déjà, moi j'en suis absolument persuadé, puisqu'on a une extension de notre mémoire aujourd'hui, puisqu'il y a des choses qu'on ne se souvient pas, par exemple les 73 ans de Catherine Deneuve ou des choses comme ça. Par exemple. Tac, on peut aller les chercher, on peut les retrouver. Donc, j'en balance juste une petite, comme ça va mieux. Aujourd'hui, effectivement, on a parlé de l'intelligence artificielle. Je trouve que déjà le terme est dévoyé, c'est pas le bon, ça fait peur. Intelligence, artificialité, tout de suite ça fait peur à tout le monde. Enfin, ça pourrait faire peur. Donc il faudrait peut-être imaginer un autre mot ou un autre terme. Je pense que déjà... Pardon ? L'homme augmenté peut-être. L'homme augmenté ou l'IA. D'accord. Bon. Et donc c'est vrai que c'est des éléments qu'on va chercher dans le passé ou avec des nouvelles connexions. Donc tout ça est fort intéressant. La vraie question c'est quand même vachement intéressant quand nous on va chercher aussi les propres connexions. Donc ça n'a pas été évoqué ce soir, on l'évoquera certainement une autre fois, c'est-à-dire que les connexions, et si on ne s'occupait plus des machines, si on cherchait par nous-mêmes nos propres solutions, au lieu d'utiliser une machine pour aller chercher des données, pourquoi nous, on n'irait pas les chercher nous-mêmes, par des interactions, par notre propre réflexion? C'est vachement intéressant. Et puis, on arrive sur la formation. On a parlé de la formation, et je vous remercie, et sur la question de comment apprend-on. Moi, c'est une question que je pose systématiquement en entretien. Comment vous apprenez? Quel type d'apprenant êtes-vous? En règle générale, les candidates sont un petit peu déboussolés par la question, parce qu'ils n'ont pas l'habitude. C'est comment j'apprends, moi. C'est intéressant aussi d'avoir une propre réflexion sur soi-même. Donc, à un moment donné, tant mieux si les choses se développent. On a parlé beaucoup de formation ce soir, et j'en suis ravi. Mais sauf qu'on a parlé d'un niveau de connaissances existant déjà. Et qu'est-ce qu'on fait, par exemple, des 300 000 caissières qui, dans quelques années, n'ont plus avoir de travail? On en fait quoi? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, sur les parcours de formation dans les entreprises, qu'il faille apprendre toute sa vie, j'en suis absolument persuadé. Mais comment on va le faire? Sous quelle forme de budget? Parce que les entreprises, moi je n'entends ce type de choses. Si c'est 3 jours par-ci, par-là, ça ne suffira pas. Donc à ce moment-là, on va avoir effectivement une vraie question budgétaire par rapport à ça. Peut-être que les DRH sont présents, peut-être des solutions, peut-être trouver des solutions, mais bon. Et enfin, c'est la dernière chose, l'encadrement, et j'en parlais juste ce soir avant d'arriver, l'encadrement législatif de la révolution de l'intelligence artificielle, du numérique, etc., c'est un véritable Far West aujourd'hui. Il n'y a rien du tout. Il serait peut-être bon, effectivement, avant peut-être de faire des lois, évidemment, il y en a 400 000 en France, et à un moment donné, se poser la question de où va-t-on, quels sont les objectifs, quelles sont les spiritualités, vers quoi on tend par rapport à ça. Donc des questions pour certainement un prochain débat. Non, moi, Géraldine, elle peut déjà commencer ouais, à répondre j'aimerais bien répondre à 2-3 éléments. je ne vais pas répondre sur tout, mais en tout cas sur un point, puisque là, par exemple, quand vous parliez des caissières, là, on parle typiquement de l'obsolescence des compétences, hein, l'obsolescence de ces métiers. Une question et on qui se tient dit, à cœur. Hein, ça. Oui. Non, mais c'est parce que là, en l'occurrence, c'est une vraie réalité à quelques années. Mais moi, je vais vous donner un autre exemple. Vous prenez la Poste, le groupe La Poste. Le groupe La Poste se réorganise complètement. Bouge la tête, donc je vais me lever. Le groupe La Poste, voilà, a vu son business model complètement transformé par effectivement l'impact du digital et effectivement l'impact sur courrier-colis. Donc oui, ok, sur certaines façons, on a tout le e-commerce qui se développe et puis après, vous avez toute la dimension courrier qui s'écroule.
Il a dû refondre complètement son business model en se diversifiant sur plein de sujets. Il n'empêche que vous avez un sujet qui est des facteurs, les guichetiers. Parce que les bureaux de poste, oui, effectivement, certains sujets, il y a l'utilité publique de la poste, mais effectivement, il y a moins de bureaux et surtout, il y a moins de facteurs. Et moins de courrier. Ok, et moins de courrier. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que fait la poste? Alors, la poste se dit, bon, c'est quand même... alors, il pourrait se dire, bon, je me sépare de tout le monde. Bon, c'est une entreprise qui a quand même quelques renommées françaises, donc ce n'est pas possible. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils ont analysé l'ensemble de leurs métiers. Ces métiers qui disparaissent. Et puis, en même temps, ils ont des métiers qui, aujourd'hui, apparaissent chez eux. Et des métiers qui n'ont rien à voir. Notamment, le support aux usages à la technologie. Et ouais, ils en ont besoin. Mais qu'est-ce qu'on fait? Aujourd'hui, en l'occurrence FutureSkills, transforme des postiers, donc des guichetiers, des facteurs, en techniciens helpdesk. Grand moment de solitude. Hein. Là, on se dit, qu'est-ce qu'elle nous raconte? Je vous jure, c'est possible. Je vous jure, c'est possible. Pourquoi? Et comment ça marche? La motivation. Vous voulez y aller ou pas? Okay. Votre métier va disparaître. Voilà. On fait un plan d'accompagnement au sein de la Poste. Il y a plusieurs cellules de mobilité partout. On vous propose un certain nombre de jobs. Ok. Deuxièmement, vous êtes prêt à y aller? On fait comment? Et donc là, le sujet du savoir-être, parce que là, c'est pas une question technique. Hein. Bon, les facteurs sont super. Hein. Enfin, si on leur dit, dis-moi comment tu fais pour me démonter ton PC parce que j'ai un problème sur Excel ou installer mon PC ou je ne sais quoi. Bon, franchement, donc c'est pas une question de compétences techniques. C'est une capacité à vouloir bouger, à se mettre en mouvement, à se motiver pour notre métier en donnant du sens, évidemment. Hein. Et voilà, quel est l'objectif. Et en fait, on a monté tout un parcours de formation pour transformer effectivement nos guichetiers et nos facteurs en techniciens helpdesk à travers tout un parcours qui est à la fois en présentiel, qui est aussi en distanciel, donc ils ont toutes les modalités digitales qui vont bien. Et aujourd'hui, je peux vous dire qu'ils sont super contents et que même ceux qui sont aujourd'hui techniciens helpdesk réclament le parcours, donc tant mieux. Donc c'est possible, donc c'est des possible. budgets quand même colossaux. La Poste peut se permettre. Mais est-ce que tu as une entreprise, une PME de 50 personnes, comment tu peux tout à fait. budgéter ça? Et le sujet du budget, je pense que vous lisez tous la presse, hein, il y a la réforme de la formation professionnelle qui se met en route, d'accord, avec des mesures qui seront prises à partir du printemps, enfin, on va dire décidées au mois de juin. Je peux vous dire que l'accès à la formation pour les TPE et les PME, ça fait partie des choses. La transparence, parce que, voilà, hein, moi je peux vous dire, je suis rentrée dans la bulle formation il y a 2 ans. Hein, j'étais chez Manpower, dans le Manpower Group, mais la formation, je ne connaissais pas. Je suis rentrée là-dedans. C'est pas la mafia. C'est pas la mafia, mais on n'y comprend rien. Enfin, excusez-moi, hein, je ne devrais pas dire ça. Donc c'est la mafia. Non, c'est pas. Je trouve que c'est pas. de pouvoir, on fait travailler les uns par les autres. Non, c'est pas ce sentiment-là. Franchement. Alors vous allez me dire que t'es pas objectif. Oh, enfin, juste un peu quand même, parce que ça fait quand même que 2 ans que j'y suis. Bon, il y a une excusez-moi hein, s'il y a des gens de la formation dans le domaine, alors voilà. Donc il y a peut-être que dans chaque métier, on se gargarise d'utiliser le jargon de son métier, c'est toujours plus simple. Mais alors, franchement, dans le domaine de la formation, waouh, hein, voilà, on essaie d'en mettre plein la vue avec des terminologies qui sont hyper compliquées. Non, ce qu'il y a surtout, c'est qu'en fait, il y a un sujet qui est la logique, et c'est le sujet du financement et de la pertinence de la formation et de la réussite de la formation. Quand on voit ce que l'on fait, par exemple, nous, on travaille, quand je parlais des créateurs de création de compétences sur les métiers pénuriques, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je cherchais des demandeurs d'emploi. Hein. On a d'abord un besoin client. Un client qui nous dit, voilà, Atos, j'aurais des développeurs Java. J'en trouve pas. Ok, vous m'aidez? Ok, très bien. On va chercher où? On va chercher des demandeurs d'emploi. Et après, on monte le parcours. Et après, on voit tout le financement qu'il peut y avoir. Et là, c'est vrai que les financements sont extrêmement compliqués. Donc la réforme de la formation devrait nous aider et adresser aussi les PME. Marc, tu voulais dire quelque chose là-dessus? Tu bouillais depuis tout à l'heure. Voilà. Oui, sur la Poste, bon, personne ne m'a demandé mon avis à la Poste. Mais si on m'avait demandé mon avis avant, j'aurais dit
Alors, il y a un truc qu'ils ont fait qui je trouve génial, c'est les facteurs qui vont voir les personnes âgées, etc. Ça, je trouve ça vraiment génial. Le helpdesk, je vais être un petit peu provocateur, il y a au moins aujourd'hui une bonne dizaine de gros labs dans le monde qui travaillent pour remplacer les gens du helpdesk par des chatbots. Et quand je dis qu'ils y travaillent, c'est qu'on y est, en fait. C'est-à-dire que là, typiquement, on déjà a... en retard, c'est ça que tu dis? Ouais, c'est-à-dire que là, typiquement, il y a un métier qui a une croissance, parce que, évidemment, on a de plus en plus tous plein de machines, donc faire du support autour de l'informatique, il y a une croissance. Mais cette croissance, il va y avoir un effondrement massif derrière. Alors, je suis d'accord, mais juste... Ok, moi je veux Tu bien, la provoques, excusez-moi. hein, tu la- Ah ouais, mais tu cherches. Non mais c'est très bien, non, mais c'est très bien. Moi je veux bien, effectivement, les assistants virtuels, ils vont être là, ok. Le technicien NPDES n'est certainement pas un métier d'avenir à horizon 10 ans. Il n'empêche qu'à la Poste, aujourd'hui, ils en ont besoin. Donc on fait comment? Eh ben, il nous les faut sous 6 mois. Donc on va pas leur dire, bah écoutez, écoute, tu sais quoi, bah, Marc il nous a dit qu'il y avait un truc super qui se développait aux US, donc attends 10 ans, puis après tu auras ton assistant virtuel. Alors Olaf, il veut... Non, mais Olaf, il veut te soutenir, tu vas voir. Oui. Tu vois. Oui, parce qu'en fait, Mais enfin, hein, après, on va aller boire un coup, quand Parce même, qu'ils hein, on est d'accord. Hein. ils ont tous les deux raison. Il n'y en a pas un qui a raison et l'autre qui a tort. Toi, t'es normand. Non. C'est quoi le but? C'est un consultant. Non. Moi, j'ai qu'une seule question, c'est à quoi ça sert? À quoi ça sert Mais arrêtez. Ça fait 20 ans que tu dis ça. Est-ce que tu peux changer de disque? À quoi ça sert? Non, mais c'est très sérieux ce que je vous dis. À quoi ça sert et à qui ça sert? C'est à quoi ça sert une entreprise? À quoi ça sert un facteur? À qui ça sert? Est-ce qu'une entreprise, c'est pas aussi fait pour donner de quoi vivre à des gens? Donc c'est la fonction sociétale de l'entreprise. C'est-à-dire, de toute façon, une entreprise aujourd'hui, c'est une collection de gens qui se sont dit, qui se mettaient ensemble pour. Donc c'est plus que la collection des gens. C'est Quand le vous système. posez la question à quoi ça sert une entreprise et à qui ça sert, la réponse est super intéressante. Je vais pas développer ce sujet-là, mais en fait, ça revient. Alors vous connaissez le Petit Prince? Laissez-moi finir, parce que sinon je vais être frustré à mort. Et je suis très désagréable quand je suis frustré, j'aime plus les gens après. Ce que je veux dire, c'est que là, je connais bien le sujet de la Poste. La question qui s'est posée et la façon dont elle a été répondue, c'est on a des facteurs, on est en train de se faire disrupter par Amazon, enfin c'est fait, merde, qu'est-ce qu'on fait des facteurs? Sommes-nous une entreprise dont l'objectif est de minimiser les pertes ou de maximiser les profits pour un actionnaire qui est l'État, en l'occurrence, enfin bon, etc. Et du coup, il faut qu'on trouve la solution la moins coûteuse pour passer en dessous de la vague d'Amazon et faire avec? Ou bien est-ce que nous incluons dans le but de l'entreprise le fait que nous travaillons avec des gens et que c'est bien? Et que les facteurs, c'est des gens, ce serait cool, qui gardent de quoi vivre. C'est pas juste pour réagir au syndicat, c'est mais merde, c'est mes collègues. Donc les dirigeants de la Poste qui ont réfléchi. Mais non, mais c'est parce que c'est super important. Parce qu'en fait, c'est éthique. Ah merde. C'est qu'est-ce que je veux faire avec mon entreprise? Je veux mettre mon entreprise au service de quels hommes? Et si j'inclus dans la réponse que c'est au service des hommes qui bossent déjà maintenant aujourd'hui, eh ben je vais pas automatiser le helpdesk. Alors, je vais garder les mecs question. et je vais dire à Après, quoi ça sert un postier, à quoi ça sert un facteur, et on va inventer le facteur, c'est la personne qui est devant la porte avec le courrier, mais maintenant c'est plus la peine. Tiens, et si on lui faisait refaire comme dans le temps, d'ouvrir la porte et dire bonjour à la dame, genre. Et ça vaut un pesant de cacahuètes, c'est du service à la personne, et ça, on peut plus mettre un robot. On peut plus mettre une intelligence artificielle. Alors, Marc n'est pas d'accord, mais on va d'abord laisser poser la question. Alors, moi, deux dernières questions. Non, mais on va jamais pouvoir boire un coup. Alors moi, j'ai effectivement une interrogation qui est celle de la finalité de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire à quel niveau on va la situer et pour qui. On regarde aujourd'hui le monde entier, il faut regarder le monde entier,
il y a énormément de différences de niveau de vie, d'espérance de vie, etc., de bien-être sur la planète. Et si on ne regarde pas l'intelligence artificielle à l'aune de ces sujets-là, à quoi ça va servir? Est-ce qu'on ne va pas être encore plus dans une négation du bien-être partagé que ce qui est aujourd'hui? Quel est le ministère de la pensée, hein, pour faire allusion à 1984, où va se situer le ministère de la pensée de l'intelligence artificielle? Comment est-ce qu'on va réguler la compétition internationale qui est en train de se dessiner? Et les futurs maîtres du monde qui sont d'un côté les GAFA, de l'autre côté Alibaba, Tencent, etc., qui vont monter en puissance de leur côté. Donc il y a quand même des interrogations. Alors certes, la vie du postier à court terme est importante, mais si on n'a pas aussi une régulation globale, une haute autorité de quelque chose exact, comment est-ce qu'on va y aller? T'as pas plus précis comme question, parce que là, tu nous demandes de refaire la conférence. Alors, fais circuler ton micro là-bas, on va prendre 2 questions d'un coup. Hein, et puis... Mais moi, ma question est simple. Ah, merde, alors ça, c'est le bazar. Quand Jean-Paul commence comme ça, on n'est pas fini. Ma question, elle est simple. Parce qu'en fait, l'intelligence artificielle, elle a quelque chose de plus et de moins. Alors ce qu'elle a en plus, c'est qu'elle fait vite et toujours la même chose quand on la dose avec des robots, etc. Et elle nous produit des biens tangibles. C'est formidable. Les GAFA, quelle qu'en soit la forme, au bout, ça se termine par de la consommation. Je laisse les termes de l'échange, hein, la blockchain, je laisse. Et ma question, elle est simple, c'est est-ce que l'intelligence artificielle va arriver à faire des clients? Parce que les clients, on en a quand même besoin, c'est eux qui tapotent et c'est eux qui achètent. Et là, c'est la vraie limite de l'intelligence artificielle. Et elle va nous la poser, et on va avoir la réponse, quelle est notre utilité à nous? Merci. Bon, alors attends, Marc... Il faut que je réponde. Non, je ne peux pas non, ne pas répondre. alors, S'il te plaît. T'as même plaît, pas 10 s'il secondes. te plaît. Alors, 2 réponses très courtes. 1, c'est trop tard. 1, c'est pas la question. Alors, pourquoi c'est trop tard? Parce que Amazon fait déjà de toi un client en te proposant via de l'intelligence artificielle des produits que tu n'avais pas prévu d'acheter au début. Et les chiffres le montrent. Effectivement, quand tu poses un truc, tu as tendance à acheter, toi, enfin nous tous. Bon. Donc ça, c'est fait. L'intelligence artificielle crée déjà les clients. Après, la question de l'éthique, du Far West, il y a plusieurs questions autour de ça. Je vais être un peu provocateur. Quand on dit intelligence artificielle, au tout début, moi ce que je disais en termes de définition, il vaut mieux dire informatique cognitive. Si on disait informatique cognitive, finalement ça rendrait ces questions totalement obsolètes, parce que tu as raison, finalement c'est juste des trucs qui produisent plus vite, des choses qu'on pourrait produire autrement. Et donc le fait de parler d'intelligence artificielle, donc d'avoir mis l'intelligence, qui est a priori quelque chose de très humain, c'est ça qui alimente le plus gros des problématiques. C'est une révolution industrielle. Oui, ça va casser des emplois. Oui, il va falloir s'adapter. Oui, ça n'est que la 4e révolution industrielle. Mais comme on a parlé d'intelligence et que donc on a mis de l'humain et que donc on est en grand, voilà, l'humain, c'est moi l'humain, c'est pas la machine. Enfin, toi. Enfin, moi j'essaye, mais bon. Bon, il y a une dernière question. Non, mais c'est bon, les 2 dernières petites questions, mais très courtes. Hein. Non, juste, et dans la foulée. Bonsoir. Non, je voulais juste rebondir. On est quelques-uns visiblement une des références communes, en tout cas avec Laurent Alexandre. Et effectivement, on a l'impression que finalement on rattrape quand même un certain retard qu'on a sur l'intelligence artificielle. On essaye de s'adapter. Donc on lance des programmes de formation. On essaye de regarder comment on peut s'accommoder finalement d'une intelligence qui évolue super vite. Et ce qui touche du doigt en fait, et on n'a du coup pas évoqué, mais c'est pas effectivement le sujet, c'est le rôle de l'éducation et du système éducatif globalement, et ça c'est vraiment super flippant. On a vraiment l'intention de faire un événement complètement là-dessus, parce que la formation tout au long de la vie c'est génial, mais par contre la formation tout court, et là on a un projet avec la fabrique Spinoza, parce qu'ils ont une partie... Je regarde une autre Géraldine là-bas de l'autre côté qui représente la fabrique, parce que c'est des sujets qui sont au cœur de ce que va être demain notre société. Ah, on a dit qu'on ne savait pas que 80% des métiers de demain sont aujourd'hui inconnus. Alors qu'est-ce qu'on leur apprend à nos on doit leur enfants faire travailler sur l'esprit critique, sur l'esprit d'analyse, etc. Mais c'est pas ce qu'on fait aujourd'hui. Ah non, on n'a pas les moyens. C'est pas du tout ce qu'on fait. On n'a pas du tout les moyens de faire ça. Et donc on accuse un retard de 10 ans sur les États-Unis, sur la Chine.
Et aujourd'hui... T'es plutôt optimiste. Hein. Mais non, mais on ne prépare pas le terrain de demain. On a une intelligence artificielle qui évolue super vite, qui va devenir une intelligence artificielle forte, capable de conscience, je ne sais pas sous quel délai, mais en tout cas, tu vois, nos enfants ne sont pas prêts ce qu'on dit dans toutes les conférences auxquelles vous avez pu assister, ce qui a été la bascule de notre pensée, de notre mise en action, ça a été le film Demain, qui est très intéressant parce que finalement c'est un peu ce que tu disais, le film Demain, ça ne nous parle pas de demain, ça nous parle d'aujourd'hui déjà. Ça nous parle de est-ce qu'on va encore une fois rester passif et spectateur de ce changement de société, ou est-ce qu'on va enfin se bouger les fesses et devenir acteur de tout ça, mais sur tous les plans, sur le plan de l'éducation, sur le plan de l'argent, sur le plan des nouvelles technologies, sur le plan de l'agriculture, tout ça, agriculture, alimentation, etc. Donc ça, c'est vraiment, c'est aujourd'hui, mais on est un peu en retard. Dernière question. Très rapide. Moi, je voulais savoir si le droit n'avait pas urgence à évoluer, et notamment à s'intéresser à la machine et aux robots, et de voir quels sont ses droits, et quelles sont les responsabilités de l'humain. Alors, le droit, toujours en retard sur la société, c'est normal. Il entérine un fait de société. En fait, il est en retard, mais qui est responsable? Déjà, moi, en bagnole, quand je conduis, qui c'est qui est responsable s'il y a un accident? C'est pas la voiture. Ça n'a jamais posé de problème. Et quand on me vend une machette, une hache pour aller couper des bois et que je la mets dans la tête de mon voisin, c'est pas la faute de la hache. Si vous avez une machine qui autorise certains avions à atterrir et pas un mec devant pour dire que c'est le moment où il doit atterrir, là c'est tout à fait différent. Qui a mis la règle dans la machine? Alors, est-ce que c'est... Ben justement, est-ce que vous êtes... C'est lui qui est responsable. Mais ça, c'est un truc qui... J'ai travaillé ce sujet-là avec une armée européenne, il y a quelques années, il y a 15 ans, qui s'est dit, on voit venir des systèmes d'armes qui voient plus vite que n'importe quel humain un truc qui peut arriver, qui peut décoder tout de suite ce qu'est ce truc-là, avec tout un tas de capteurs, et que si ce truc-là est un agresseur qu'il faut arrêter, va pouvoir agir infiniment plus vite que n'importe quel humain. Pourquoi on l'utilise pas? On l'utilise. Ah oui. Ça existe. C'est parce qu'il y a 15 ans, quand ils se posaient la question, c'est parce qu'ils étaient confrontés au problème que les gars, on vient de les commander, on les a mis en œuvre, et on a un problème. Qui c'est qui est responsable? C'est le fabricant de la machine? Comment on fait, nous militaires, puisque je bosse avec des militaires, hein, avec la chaîne de commande, comment on réorganise notre chaîne de commande pour qu'elle aille assez vite pour autoriser le système d'armes à dégommer le truc? Vous voyez la mise en abîme? C'est que ces pauvres militaires, avant, il y en avait un, il voyait un truc, il dit « Chef, je vois un truc ». Ça remonte jusqu'au général qui dit « Ouais, vas-y, tire, on sait, il vient pas du bon endroit, et on sait que, vas-y, tire, toi ou bien celui d'à côté, parce qu'il y aura une bombe, ça va plus vite ». Aujourd'hui, les machines captent, vérifient, valident et tirent en des nanosecondes. Comment elles font? C'est parce que avant d'être dans cette situation, il n'y a qu'un moyen de le faire, ou bien on laisse la machine, on dit « Ah bah zut, elle n'a pas tiré le bon », ou « Ah bah heureusement qu'elle était là et elle a tiré le bon ». Comment on fait? C'est parce que avant que cette situation n'arrive, la chaîne de commande d'humains, hein, des deux côtés d'ailleurs, parce qu'il y en a des deux côtés, on ne sait jamais, la chaîne de commande militaire a prévu des scénarios qui pourraient se passer, a regardé quels sont les indicateurs qui pourraient, a défini quel capteur pourrait faire quoi, et au cas où il se passerait quelque chose, elle a délégué au système d'armes les règles, c'est de l'intelligence artificielle, niveau 1, limité, les règles qu'utilisera le système d'armes plus vite que n'importe quel humain. Maintenant, s'il n'y a pas la chaîne de commande avant, voilà. Oui. Mais la responsabilité, c'est pas la machine, c'est les militaires. Hein.
Donc ça fera l'objet d'une autre conférence carrément à part entière. Tu viendras nous expliquer comment la relation entre le Petit Prince et les militaires. Voilà. Je vous propose, merci beaucoup à vous tous, vraiment. C'est le problème des sujets passionnants, c'est qu'à un moment donné, on est obligé de rompre le débat, mais il est passionnant et il promet d'être récurrent. Je vous propose d'aller boire un petit coup et de manger 2-3 chips.